Premier petit test. Est-ce que les gens qui sont assis sur les chaises m'entendent? Je vais prendre la dame avec le chapeau, le bonnet blanc tout au fond. Voilà, vous m'entendez. Super. Donc les gens qui sont assis là m'entendent. Super. Eh bien, écoutez, merci d'être là. Voilà, on s'est dit qu'on allait prendre une initiative et qu'on allait faire les choses un peu différemment. Alors, on verra bien. Hein, quand on essaye quelque chose, on voit toujours comment les choses se passent. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'il nous a semblé que ça avait du sens de rassembler des gens qui viennent s'intéresser à la vie de la ville et des gens qui viennent au marché. Dans les deux sens. L'un des intérêts, c'est d'une part que des gens qui viennent au marché comme ça se disent « Oh, bah après tout, je peux me renseigner ». Et puis aussi, et peut-être quand même surtout dans l'autre sens, c'est que les marchés sont jamais tout à fait assez connus et ce marché est chouette et sympa. Et on s'est dit que ça valait le coup de donner l'occasion de venir. Alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous en ont l'habitude et le connaissent, mais malgré tout, il nous a semblé que, voilà, que ça valait le coup. Donc en fait, cette opération est, et je l'avoue honteusement, une forme d'opération publicitaire pour le marché du centre-ville, mais opération publicitaire qu'on assume parfaitement. Dans les petits inconvénients, il y a le fait qu'on ne peut pas faire une retransmission en direct parce que la technique ne le permet pas. Donc là, vous allez vraiment être entre nous, pour poser les questions. On n'aura pas les questions à distance. Malgré tout, évidemment, on rediffusera. Donc, s'il y a des gens qui regardent en replay, voilà, évidemment, l'information est disponible. Mais on ne peut pas faire l'interaction en direct. On a essayé, je ne sais pas si on a eu quelques-unes, on a essayé de faire sur le site quelques questions à l'avance qu'on pourra poser au cas où. Je ne sais pas si on en a disponible. Mais voilà. Sinon, on va fonctionner de manière tout à fait classique. Un premier temps où on vous présente des vidéos qui concernent l'ensemble de la ville. Un premier temps d'échange, alors toujours pareil, où je demande autant que possible des peu de discipline collective, c'est-à-dire qu'on reste sur des questions qui ne sont pas des questions d'ultra proximité, mais plutôt des questions sur l'ensemble de la ville, sur les sujets diffusés ou sur d'autres. Hein, il n'y a évidemment pas de censure, mais plutôt des questions générales. Ensuite, un deuxième petit jeu de vidéo avec les sujets vraiment du centre-ville et Bièvre-Poterne. Et deuxième jeu d'échange, de questions-réponses libres, voilà, ouvert. Peut-être Anne, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie, un peu intriguée de voir aussi comment cette réunion va se passer. Voilà, c'est une ambiance particulière, mais ça valait le coup, je pense, parce que vous commencez à être nombreux, ça valait le coup d'essayer. Et s'il y a d'autres personnes dans le marché qui nous entendent au loin et qui veulent venir, même 5-10 minutes venir, voilà, nous poser des questions, qu'ils le fassent et puis on peut lancer les vidéos. Nous en avons déjà parlé. Les ponts situés entre l'avenue du Général de Gaulle et l'avenue du Martyr de Soweto doivent être changés après près d'un siècle de bons et loyaux services. Ce changement est essentiel pour garantir la sécurité des voyageurs et voyageuses, mais aussi pour permettre l'arrivée des futures rames du RER B qui seront à 2 étages. L'enlèvement des ponts existants aura lieu en juillet 2023. L'installation des nouveaux ponts aura lieu en août 2023. La deuxième plus grande grue du monde va entrer en action à cette occasion pour hisser les nouveaux ponts. Pour cela, nous préparons un événement avec la SNCF pour vous permettre d'assister à cette opération inédite. C'est spectaculaire, mais cela va aussi entraîner la fermeture de voies de circulation, fermeture de l'avenue Soweto pour le montage et le démontage de la grue quelques semaines au printemps et à l'automne 2023. Fermeture de l'avenue du Général de Gaulle du 17 au 20 juillet 2023 et du 7 au 10 août 2023 pour le remplacement des ponts. La fin de ce chantier permettra ensuite d'embrayer sur le chantier de prolongation de la coulée verte. La coulée verte, qui vient de Paris, s'arrête aujourd'hui à Massy-Verrières. Elle sera prolongée et permettra d'assurer une continuité cyclable depuis Paris jusqu'à Massy-Palaiseau et une prolongation jusqu'à Saclay. Vous l'avez vu, les nouveaux ponts en cours de construction sont entreposés sur ce qu'on appelle le terrain rouge. Le futur de ce terrain n'est pas encore déterminé et nous reviendrons vers vous prochainement pour en discuter tous ensemble. Vous connaissez l'avenue de l'Europe, l'avenue qui passe devant Cora. Cette avenue, évidemment, elle est utile, elle permet la circulation. C'est aussi une vraie fracture de notre ville. Et aujourd'hui, très concrètement, quand on veut relier le centre-ville et Atlantis,
c'est un obstacle. Je prends 2 exemples concrets de vie quotidienne. Un enfant qui habite Atlantis et qui veut aller au collège d'Hydro. C'est compliqué pour lui de traverser. Deuxième exemple concret, le parc de la Tuilerie. C'est un vrai poumon vert au plein cœur de notre ville. Et en fait, il est très peu utilisé pour une raison simple, c'est que c'est très compliqué d'y aller. Alors on veut complètement changer les choses. On veut changer l'avenue de l'Europe pour que ça ne soit plus une route très passante ou on route vite, mais quelque chose qui soit agréable, un boulevard urbain, comme on dit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce soit plus vert, avec des plantations d'arbres, qu'il y ait des circulations apaisées. Alors, on maintiendra les conditions de circulation des voitures. Elles seront sans doute un peu plus contraintes, mais l'objectif, c'est évidemment pas de créer des embouteillages. Possibilité de circuler pour les vélos, pour les piétons, et puis une possibilité de la traverser. Avec en même temps un changement du parc de la Tuilerie, on va vider le petit bassin qu'on appelle parfois le bassin de Cora, pour en faire un grand espace vert accessible et sympa. L'objectif, c'est vraiment qu'au cœur de notre ville, on est là au plein centre de Massy, on retrouve des espaces agréables pour se déplacer à pied et pour accéder aux espaces verts. La ville, en lien avec le conseil départemental, poursuit le travail de renouveau de la rue de Villegénis et de l'avenue Salvador Allende. Cela comprend la partie allant du rond-point du Golfe d'Igny à celui se trouvant à l'intersection de l'avenue Raymond Aron et de la rue Lucien Sergent au niveau de Garden Attitude. L'objectif est de transformer cette route hors la ville en une rue dans la ville, en apaisant la circulation, en sécurisant les piétons et les cyclistes et en transformant le carrefour devant le lycée Villegénis. Plusieurs rencontres et ateliers ont été organisés avec les habitants courant 2022. Nous avons adapté les plans et fait des ajustements, notamment sur les sujets de sécurité routière ou de préservation du stationnement. Ainsi, 28 places ont été créées en tout sur l'axe. Les travaux préparatoires d'enfouissement des réseaux ont commencé. Le chantier de voirie proprement dit démarrera en mars 2023 et durera à peu près 18 mois, donc jusqu'à fin 2024. Nous vous le disons clairement, cela va impacter votre quotidien, le quotidien des riverains. Mais cela va permettre à la fin d'avoir une avenue et des rues transformées, apaisées et embellies, notamment avec la plantation de 100 arbres. Depuis le 1er octobre, on a éteint l'éclairage public entre 1h30 et 5h30 du matin sur toute la partie ouest de Massy. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour des raisons écologiques, la consommation d'énergie, la biodiversité et la pollution lumineuse, et puis pour des raisons économiques, personne n'ignore la crise énergétique et l'impact sur les finances publiques. À partir du 1er décembre, on va étendre ça à toute la ville. Alors, je sais qu'il y a des inquiétudes, je les comprends, je les mesure. Je veux passer 2 messages simples. D'abord, dans la totalité des villes qui ont fait ça, et on n'est pas particulièrement en avance là-dessus, ce sujet, ça s'est bien passé. Et ensuite, évidemment, on reste à l'écoute et si on a besoin d'adapter, on le fera. Peut-être répondre à 2 dernières questions. Pourquoi ces horaires? 1h30, 5h30, en fait, on a calé sur le RER. Ça nous paraît raisonnable. Et puis, pourquoi avoir commencé par la moitié de la ville et pas avoir fait toute la ville tout de suite? Simplement pour faire un certain nombre de tests techniques pour se rendre compte que ça se passait bien. Et pour l'instant, techniquement, ça se passe bien, donc on continue. Voilà. La première édition du budget participatif a été lancée au début de cette année et vous êtes nombreux à y avoir participé. En tant que porteur d'idées, en tant que contributeur, mais aussi en tant que votant et aussi en tant que simple curieux. Au final, ce sont 21 idées qui ont été sélectionnées sur des thèmes très variés. Développement durable, culture, solidarité, sport. 21 idées qui représentent au final un budget de 492 000 €. Certains de ces projets ont déjà commencé leur réalisation. C'est le cas du skatepark situé dans le quartier Bièvre-Poterne. Au printemps ont eu lieu des consultations avec les usagers. Il a été notamment question de la conservation de la rampe qui, il faut savoir, est la seule rampe de cette taille dans l'Essonne. Le budget participatif a permis de compléter ce projet par un module supplémentaire. La réalisation devrait avoir lieu l'année prochaine. Nos jeunes massicoises et massicois vont aussi participer à la réalisation de leur projet. C'est le cas par exemple du projet Safar qui vise à accompagner les jeunes dans leurs études supérieures pour que tous puissent avoir les mêmes possibilités dans leur orientation et leur choix de carrière.
Cet accompagnement va pouvoir se faire dans les maisons de quartier et dans les espaces jeunesse. Un autre projet qui va voir le jour, c'est la réalisation d'un court-métrage de sensibilisation aux risques interquartiers. Ce court-métrage, qui va être réalisé par les porteurs de projets, sera ensuite utilisé dans des sessions de sensibilisation dans les collèges, dans les espaces de proximité et dans les espaces jeunesse. Si vous souhaitez vous informer et suivre l'évolution et les états d'avancement des différents projets, je vous invite à venir consulter le site de la ville. Vous retrouverez également des informations dans le MAG de la ville. Voilà, juste un petit point d'ordre avant. Ce que j'ai dit en introduction, c'est que l'idée était surtout aussi de faire de la promotion du marché. Alors, je ne voudrais pas que ce temps-là vide. Donc, il ne faut pas hésiter, en essayant de ne pas trop déranger les voisins, mais s'il y en a qui veulent en même temps aller faire un peu leurs courses et revenir au milieu, on a le droit d'avoir une pratique souple et ouverte de l'assemblée de quartier. Je pense que c'est tout l'esprit d'essayer d'en faire un moment détendu, peut-être un peu décalé. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent aller chez les commerçants pendant ce temps-là, ils ont le droit. Voilà pour ce petit point d'ordre. Eh bien, écoutez, maintenant, à vous la parole pour poser cette question. Donc, voilà, je demande une fois encore qu'on reste sur des sujets, soit les sujets évoqués, soit d'autres sujets, comme on veut, mais qui concernent plutôt l'ensemble de la ville. On passera vraiment au sujet de proximité dans un deuxième temps. La difficulté est toujours la première question. Eh ben voilà, super. Voilà. Bonjour. J'ai une question sur le choix de la couleur des ponts de Chartres et de Gallardon. Parce que il se trouve que j'ai vu, mes fenêtres vont donner sur ce pont qui est, comme vous l'avez vu, bleu vraiment pétard. Et alors, on a tous les désagréments, les bruits, les machins, les trucs, la lumière la nuit et tout, mais on n'est pas consulté sur le choix de la couleur. Donc j'ai écrit à Gallardon Chose, là, pour savoir comment ça s'était passé le choix de la couleur, pour dire que j'aurais bien aimé que les gens qu'on vu sur le pont soient associés. Et on m'a dit que le choix avait été fait avec la mairie et des gens, des habitants lambda concernés. Alors moi j'étais bien déçue de ne pas avoir été associée au choix de cette couleur. C'est pas très grave, mais quand même, je l'ai sous le nez, je vais l'avoir sous le nez tout le temps, quoi. Je comprends, et il n'y a pas de mauvaise question. Alors, de fait, on s'est même posé la question de faire une consultation générale, et je dois dire, pas me cacher à mon petit doigt, que c'est moi qui ai dit, attendez, je pense qu'on a suffisamment de gros sujets dans Massy pour qu'on ne fasse pas une consultation de toute la population sur une question de couleur des ponts. J'ai eu le sentiment que cela aurait pu apparaître quelque peu dérisoire à un certain nombre de gens. Et il y a effectivement eu une consultation, alors je pense, de gens à proximité. J'avoue que là, alors après, c'est toujours très compliqué. Dès qu'on ne fait pas une consultation générale, c'est-à-dire qu'on ne met pas les gros moyens de com, comment on associe tout le monde, et si on a raté, c'est dommage, et j'en suis désolé. Pour faire une pirouette, parce que je ne suis pas complètement à l'aise, parce que je comprends et je trouve que vous n'avez pas tort, pour le dire simplement, je pense qu'aujourd'hui, les outils de concertation qu'on a mis en place, on a mis en place maintenant des outils de concertation, justement, y compris sur les petites questions, alors sur le site de la ville, qu'on n'avait pas encore à l'époque. Je pense qu'on aurait fait comme ça, qu'on aurait sans doute fait un peu mieux. Donc, désolé, j'entends, honnêtement, vous avez raison. Bon, c'est pas complètement simple. Voilà, je redis, c'est jamais simple de savoir sur quel sujet est-ce qu'on va consulter tout le monde et des sujets sur lesquels on va décider, parce que voilà, ça m'est apparu un peu dérisoire. Donc je le dis simplement, c'est sans doute de ma faute. On va se dire que sur ces sujets-là, je pense qu'on s'améliore et que maintenant, on a régulièrement, et j'en fais la promo au passage, sur le site de la ville, des petites consultations flash sur lesquelles vous pouvez vous exprimer. Alors, allez, devant... Ma question porte sur l'aménagement de l'avenue de l'Europe. Est-ce que vous avez un calendrier à nous communiquer? Et en attendant que les aménagements se fassent pour la sécurisation des piétons, est-ce que des changements vont être mis en place immédiatement pour faciliter la traversée? Je pense notamment au feu jaune clignotant qui se fait à 20h, qui est un peu dangereux parce que les voitures ne respectent pas forcément la priorité aux piétons. Merci. Alors, des aménagements, en attendant les aménagements, non. Changer, adapter un horaire de feu clignotant, ça se discute.
typiquement ça. Hakim Soltani, que vous avez vu et qui est aussi 4 ans derrière vous, qui est l'adjoint en charge du sujet, peut regarder. N'hésitez pas sur ces questions-là, c'est toujours pareil, hein, le site signalement de la ville, ça marche bien. Bon, c'est toujours un équilibre là-dessus. Des aménagements, vraiment non. Sur le planning, moi là-dessus, j'ai besoin qu'on me souffle pour que je dise pas de bêtises. Est-ce qu'il y a la réponse? Parce que je ne veux pas dire de choses. Ah, voilà. On commence les travaux voilà, dans 6 mois et on les finit 1 an après. Voilà, en ordre de grandeur. Alors, je commence à avoir suffisamment d'expérience de chantier pour dire qu'un planning de chantier est toujours indicatif. Allez, question suivante. Oui. Je reviens en arrière à propos des ponts. Ouais. Avant que les ponts ne commencent à être mis en travaux, on n'entendait pas le RER. Et depuis que les travaux ont commencé, on entend beaucoup plus le RER. Est-ce qu'il est prévu un aménagement d'insonorisation du RER un peu autour? Alors, un aménagement d'insonorisation autour, non. En revanche, alors, je pense qu'en phase travaux, c'est effectivement plus compliqué pour une raison simple. Hein, c'est que dans les travaux, il y a des choses où on touche au ballast. Hein, le ballast, c'est les pierres, ça. Et dès qu'on touche au ballast, eh ben, on change les sonores. En revanche, normalement, en tout cas, c'est ce qui nous est indiqué par SNCF et RATP, hein, puisqu'on change bien les 2 ponts. Normalement, le niveau sonore, une fois que les ponts auront été remplacés, devrait être inférieur à ce qu'il était auparavant. Ce n'est pas la raison principale, mais c'est normalement un des vrais atouts du chantier. Donc, en phase chantier, ça j'entends, et puis sans compter les bruits du chantier, mais j'entends bien ça. Normalement, après, vous entendrez plutôt moins le RER, notamment au moment du franchissement des ponts. Allez-y, allez-y. Bonjour, merci d'avoir fait cette réunion parce que je vois qu'on est nombreux, donc ça passionne les gens. Par contre, moi je reviendrai sur le quartier de l'Europe, là devant Cora. Il y a un souterrain qui est très, très bien pour les automobilistes. Je sais que vous ne les aimez pas trop, puisque vous pensez toujours vélo, mais pensez aux seniors quand même. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est les bus. Parce que déjà, quand on arrive derrière un bus, ben on attend. Ensuite, il y a un autre bus et on attend et on attend. Donc, embouteillage jusqu'au feu rouge. Où est-ce que vous allez mettre les bus et les voitures? Alors, je reprends quand même la formule parce que justement, j'essaye de ne jamais raisonner sous cette forme « je n'aime pas les automobilistes ». Non, mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Je pense que justement, enfin, si vous voulez, j'essaye d'avoir et vraiment de pousser, et j'assume complètement, le fait qu'on fasse évoluer nos manières de nous déplacer, justement, la limite qu'on essaie de ne pas franchir, c'est d'être dans la stigmatisation. Pour le dire très crûment, hein, parce que parfois des gens qui me taquinent en me disant « vous vous prenez pour Madame Hidalgo ». J'ai souvent la taquinerie, et je dis souvent en plaisantant que sur le vélo, je trouve plutôt ça comme un compliment qu'autre chose. Pas sur les impôts, mais ça c'est autre chose. Qu'en revanche, j'ai un point de désaccord fondamental, c'est le ton. Et je pense que ça compte. C'est-à-dire que mon sujet, c'est pas de dire les automobilistes sont des salauds, c'est de dire collectivement on doit changer et on essaie de trouver les justes équilibres. Donc, je reprends, je vais répondre à la question précise, mais pour moi c'est très important. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas de dire il y a quelqu'un qui fait mal, etc. C'est comment est-ce qu'on facilite d'autres moyens, comment est-ce qu'on donne la possibilité aux gens qui le souhaitent de se passer de leur voiture. Ce qui est une approche très différente. Alors après, donc concrètement, effectivement, les souterrains ils vont disparaître. Comment est-ce qu'on essaie de réguler les questions d'embouteillage là-dessus? Je réponds sur les bus précisément. D'abord, le point le plus important, c'est que ce qui conditionne le flux sur un axe comme ça, c'est en fait le nombre de voitures qui peuvent passer au feu. Et dans l'aménagement, il est bien prévu que, à peu près sur la distance de retenue pour la durée d'un feu, là, on aura à nouveau 2 voies. Donc le nombre de voitures qui pourront passer au feu pour le rond-point de l'appel du 18 juin, normalement, ne devrait pas être changé. Alors, ça changerait un tout petit peu quand même, parce qu'il y a quelques fois, ça ne sera pas tout à fait pareil, il sera un peu plus compliqué de se mettre sur 2 voies, je l'admets, donc je ne dis pas qu'il y aura 0 impact, mais la logique, elle est bien que le nombre de voitures qui peut passer au feu en bas ne soit pas changé. Donc normalement, l'impact sur les embouteillages, il doit être extrêmement restreint. Ce qui devrait exister, par contre, c'est que dans tous les moments, ce qui est quand même 90% du moment hein, sur un axe, où ça roule normalement et où ça roule trop vite,
Qui ici est capable de me garantir qu'il a toujours respecté le 50 sur cette voie? Que celui-ci lève la main. Allez, j'en ai 5 sur 60. Bravo. Je peux vous dire que j'essaye, parce que je considère que, d'abord, il faut respecter la règle, et a fortiori dans ma scie, il m'est déjà arrivé de me dire « Oh merde, pardon, j'ai dépassé ». En tout cas, je pense que chacun conviendra que ça n'est pas facile. Donc, l'un des intérêts majeurs, c'est que dans tous les moments, les 22 heures sur 24, où on roule plutôt trop vite sur cet axe, on se met à y rouler à une vitesse raisonnable et décente. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y aura pas un petit impact sur le moment d'embouteillage, sur le moment de tension, mais il ne faut pas oublier tout le reste. Ensuite, sur les bus. Donc, sur les bus, effectivement, c'est un des sujets. Alors, on essaie de bien ajuster les positionnements des arrêts de bus pour qu'on ne crée pas des remontées trop loin. C'est sûr que quand il y aura des bus, il y aura un moment de remontée. Ça, c'est clair, et un moment d'arrêt. Dans le sens venant de Chilly vers Massy, pour faire simple, comme là, ça sera un endroit où il y a 2 voies, ça ne changera pas par rapport à aujourd'hui. Dans l'autre sens, c'est comme aujourd'hui, en ce moment, depuis qu'on a fait la piste cyclable, c'est sûr que cette contrainte-là, elle existe. Il faut qu'on essaye de voir comment on ajuste la position de l'arrêt de bus pour essayer de limiter la gêne. Cette contrainte-là existe, je ne vais pas dire le contraire. Je pense que globalement, le gain de cette transformation de l'avenue de l'Europe est bien supérieur aux inconvénients. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense qu'on a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Allez, madame devant. Bonjour. À propos de la prolongation de la coulée verte et donc la possibilité d'aller à vélo, est-ce qu'il y aurait une amélioration de l'éclairage qui est quand même totalement inexistant, en particulier côté Verrières, ce qui, pendant les périodes nocturnes, est quand même assez dangereux, en particulier les piétons qui n'ont pas l'habitude ni de s'éclairer, ni d'être réfléchissants. C'est un vrai problème. Alors, je partage le problème. J'envisage sérieusement d'annexer la mairie de Verrières en massant les armées massicoises pour pouvoir prendre la responsabilité de la ville de Verrières, mais je ne l'ai pas encore. Non, au-delà de la plaisanterie. Je vais être très transparent avec vous. Ce sujet-là, en ce moment, n'est pas simple. Parce qu'en fait, il y a 2 approches qui se confrontent. L'approche RER vélo, qui est l'approche des gens qui pratiquent le vélo au quotidien, comme on dit du vélo taf, je ne suis pas sûr d'être un fan du terme, mais en gros, des gens qui vont au boulot régulièrement et qui sont plutôt sur des voies larges, aménagées, par contre, qui acceptent assez bien d'être assez proches de la circulation. Et qui amènent plutôt à dire que le RERV au niveau de Verrières, il se décrochera au niveau du Picard, vous voyez, en sortant de la coulée verte à cet endroit-là et en prenant les axes, la grande rue qui descend, qui s'appelle, je ne sais plus, Georges Pompidou, De Gaulle, je ne sais plus. Et puis après, de tourner à droite, rue Marius U, le long du stade de Verrières. Et de faire un aménagement là. Il y a l'approche coulée verte, l'approche historique, qui est une approche à une époque où le vélo était beaucoup moins présent, et qui est une approche plus familiale et promenade. Et c'est vrai que les 2 logiques ne sont pas simples, parce qu'objectivement, sur la coulée verte, il commence à y avoir des questions de conflit d'usage entre piétons et vélos. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des investissements, ils se focalisent sur le sujet RERV, avec des aménagements qui vont sans doute sortir de la coulée verte. Et pour être très clair, nous, on a des difficultés sur notre projet. Parce qu'aujourd'hui, on a des surcoûts, des trucs compliqués, et on va avoir des discussions pas simples avec l'ensemble des partenaires pour voir comment on peut faire ça. Est-ce qu'on peut y rajouter des questions d'éclairage? Je pense que l'éclairage, en pratique, il sera plutôt sur les axes de circulation le long des voies, et moins sur la coulée verte. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas, on est sur quelque chose qui est un peu flottant. Donc on essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, je ne sais pas encore comment bien y répondre. Je partage le fait qu'on a un vrai sujet là-dessus pour avoir beaucoup utilisé la coulée verte. Je trouvais aussi que quand on rentrait de nuit, c'était quand même un truc qui n'était pas simple, notamment vers ce secteur de Verrières au niveau du Picard, etc. Ouais, non, mais je vois très bien. J'ai beaucoup pratiqué, je vois bien. Alors, juste à côté, et après on va derrière. Oui, juste pour renforcer le point de madame, les éclairages, ce qui serait bien, parce que c'est vrai que tous ces projets d'intensité lumineuse qui se stoppent pendant la nuit, je peux le comprendre parce que la ville ne peut pas tout changer. Par contre, quand on a des endroits comme ça nouveaux qui se créent, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir justement des éclairages avec une intensité lumineuse minimale et qui s'augmente au passage des gens, enfin réfléchir, et écologique, enfin quelque chose qui voilà, serait un investissement.
mais qui irait vers un futur qui serait quand même sécuritaire, parce que je rejoins tout à fait le point de madame, et voilà. Alors, c'est une question à la fois liée un petit peu différente aussi, mais globalement, sur l'éclairage public et sur les liaisons qu'on crée, on est évidemment à chaque fois, on met des éclairages modernes, type LED, des choses comme ça. Après, sur tous ces dispositifs, alors sur lesquels on communique beaucoup, des choses qui se déclenchent au passage des gens, qui se régulent, etc. Bon, sur l'existant, c'est très très compliqué parce qu'il faut tout refaire, donc c'est extraordinairement coûteux. Sur le nouveau, comme vous l'évoquez, on a... alors il y a Hakim qui me fait des signes, mais viens. On va faire... viens l'expliquer. Mais j'ai toujours un petit doute sur ces choses-là, c'est sur la robustesse, si vous voulez. Globalement, il faut bien... Oui, mais il faut mesurer que quand on met en place des dispositifs, ils durent en pratique 30 ou 40 ans. Donc c'est super sympa parce qu'au début, on a un truc, ça se régule, ça s'adapte, etc. Je voudrais être sûr qu'on a des systèmes qui tiennent dans le temps. C'est aussi mon boulot, voilà, de faire qu'on ne met pas en place des choses qui... et que dans 10 ou 15 ans, les gens qui ont la responsabilité de la mairie disent « Mais qu'est-ce qu'ils nous ont bricolé ce truc-là » Allez. Oui, bonsoir. Bonjour. Je suis encore au café. Hein. Alors, c'est l'accordéon qui me perturbe. Donc, oui, juste pour compléter, donc, on va essayer de faire 2 tests, notamment un sur le cheminement piéton entre la gare de Massy-Verrières et la Coulée Verte. Voilà, donc on est en train de regarder l'inquiétude qu'on a pour le sujet vélo sur ces capteurs, et on l'a vu sur certains retours d'expérience, c'est que quand vous passez en vélo, vous êtes à 15, 20, 25 à l'heure, et que le temps que le capteur vous détecte, vous passez et la lumière s'allume derrière vous. Donc on est plutôt à tester déjà dans un premier temps sur un cheminement piéton, sécuriser l'accès à la gare entre la gare à Coulée Verte. On va voir. On a fait un autre test aussi dans ces sujets-là sur la voie derrière le parc Georges Brassens qui relie, alors j'ai un trou sur le nom, je suis vraiment pas réveillé, désolé, qui relie à Chilly-Mazarin, la grande rue qui passe devant le Citroën. Donc on a fait un test de peinture phosphorescente. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est une peinture un peu particulière qu'on met, ça évite de faire des gros investissements luminosité, ça capte la lumière du soleil et puis ça la restitue la nuit. On a testé ça, ça coûte 3 à 4 fois plus cher qu'une peinture normale et ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas, le truc est... on voit du blanc un peu clair. Donc sur ces types de changements de technologie, on ne se fait pas avoir, on voit beaucoup de marketing de grandes sociétés sur les réseaux, etc. On teste, si ça marche, on déploie, si ça ne marche pas, on essaye de trouver d'autres solutions. Finito café. D'ailleurs, j'avais essayé de voir si je peux récupérer un, je serais preneur. Allez, au fond, madame, allez-y. Attendez, on vous apporte un micro, sinon on ne vous entend pas, madame. On ne vous entend pas, nous. Ah bon. Je ne sais pas s'il marche aussi. Hein. Bon. Oui, pour les vélos, monsieur. Vous les privilégiez, certes, c'est très bien, mais ils sont très indisciplinés. Et il y a des endroits où c'est très dangereux, notamment la rue Normandie-Niemen, où de chaque côté, les voitures ont du mal à passer, et aussi dans la rue Gabriel-Péry. Et ils ne respectent pas les feux rouges. Alors. Voilà. Alors, non, mais c'est un point important, et je pense qu'il faut prendre ces sujets-là. C'est toujours la question de privilégier, toujours une question de référence. Par rapport à quoi? C'est-à-dire, effectivement, par rapport à un système où on considère que la voiture doit passer, c'est normal, et que le vélo passe dans un second temps, c'est sûr qu'aujourd'hui, je privilégie les vélos. J'essaie d'avoir une approche un peu différente, en me disant que c'est bien que tout le monde puisse passer. Il y a un point sur lequel, là, je vais vous rejoindre complètement, c'est qu'il y a exactement autant de gougnafiers en voiture qu'à vélo ou même qu'à pied. La gougnafierie, je ne sais pas comment on dit, les mauvais comportements ne sont pas liés au mode de transport. Donc, il y a des gens à vélo qui se comportent très mal, des gens à scooter qui se comportent très mal, des gens en voiture qui se comportent très mal. Je suis d'accord. On essaye, et d'ailleurs,
Oh, mais je n'exagère pas la portée du magazine, mais vous aurez peut-être vu que dans le magazine, on a fait un petit rappel aussi là-dessus, avec cette espèce de règle simple, qui me paraît une règle de civilité, c'est que chacun doit faire attention aux plus fragiles. Donc la voiture doit faire attention au vélo et le vélo au piéton. Et je trouve que c'est une bonne règle à se rappeler. Après, sur les 2 points particuliers que vous évoquez, qui sont en fait les feux rouges et les contresens cyclables. Sur les feux rouges, alors contrairement à ce que vous dites, mais c'est normal, vous n'avez pas forcément l'information, les vélos ne grillent pas les feux rouges. Je vais finir ma réponse. Il se trouve... Attendez, je vais finir. Je vais finir, mais c'est bien, c'est ces lieux de débat et c'est très bien. Il se trouve qu'il y a... Attendez, par contre, si on parle en même temps, ça marche pas. Il se trouve qu'il y a des panneaux bien autorisés au code de la route qui font que, pour les vélos, le feu rouge est remplacé par un céder le passage. Et donc, que le vélo n'a évidemment pas la priorité, c'est-à-dire que quand le feu est rouge, il est non prioritaire, et qu'en revanche, il a le droit de passer. Je n'ai plus, mais je sais, j'ai vu qu'il y avait des spécialistes à ça, j'ai plus le nom de ce panneau. Mais c'est les petits panneaux que vous voyez accrochés au feu et qui signalent ça pour les vélos. À quoi ça sert? C'est important de se le dire. Bien sûr, ça facilite la vie des vélos. Ça facilite aussi la vie des voitures. Parce que, je le redis quand même clairement, l'un des intérêts majeurs, c'est quoi? C'est que si on ne fait pas ça, vous avez le vélo qui est devant vous au feu rouge. Il se trouve que le vélo n'a pas tout à fait la puissance d'accélération d'une voiture. Donc, en pratique, quand ça se fait, et puis quand il n'y a pas ces panneaux-là, le vélo est un vrai anti-quillement pour les voitures, alors que quand il y a ça, dans 95% des cas, évidemment, quand il y a un flux très important, la gêne reste, mais dans 95% des cas, les vélos ne gênent pas les voitures. Donc c'est effectivement, les vélos sont autorisés à passer au feu rouge sans avoir la priorité. C'est maintenant comme ça que c'est fait. Quand il y a ces petits panneaux-là, c'est pas que les gens sont des gougnafiers, là en l'occurrence pour garder la formule, mais simplement ils connaissent ce panneau-là. On l'a expliqué, mais je comprends bien. Mais ce point-là n'est pas pour dire les vélos c'est mieux que les voitures. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça évite aussi que les vélos gênent les voitures. Donc c'est, pour reprendre une formule bien utilisée, gagnant-gagnant. On avait mis plusieurs fois dans le magazine, on pourra vous redonner le lien, on pourra la remettre. Il y a une petite vidéo qui explique très bien en quoi ces panneaux sont vraiment un système qui améliore la situation pour les uns et les autres. Et je termine sur ce point-là particulier. Je répète, le vélo qui passe n'a pas la priorité. J'ai toujours le truc en disant, mais si je passe au feu vert et qu'il y a un vélo qui passe comme ça, le vélo qui passe comme ça, il a un céder le passage. Donc très clairement, il n'est pas prioritaire. Et dans cette fameuse question, et si je renverse un vélo, qu'est-ce qui se passe? Un vélo qui est passé au feu rouge avec ce panneau-là et que vous renverseriez, il a clairement grillé une priorité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, non mais, il me semble pas, effectivement, les vélos passent au feu rouge, ça c'est vrai, je passe au feu rouge à vélo, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Attendez, on vous redonne un micro, madame. C'est très dangereux à certains endroits. Rue Normandie-Niemen et dans la rue Gabriel-Péry. Je viens au contresens cyclable, qui est un deuxième sujet. Donc, mais sur les feux rouges... Et à Cora aussi. Alors, je reviens aux questions des contresens cyclables. Sur les feux rouges, en tout cas, cette question-là, voilà, il faut, et c'est normal qu'on fasse passer, il faut se dire que oui, les vélos sont autorisés à passer et que c'est un gain pour tout le monde, les vélos comme les automobilistes. Pour les contresens cyclables, dont je reconnais parfaitement qu'ils sont parfois perturbants. D'abord, je redis, ça, c'est le code de la route de droit commun. C'est-à-dire, ça n'est pas une décision massicoise. La décision que je peux avoir le droit de prendre, c'est par exception, en le justifiant, d'interdire un contresens vélo dans un endroit que je jugerais particulièrement problématique. Mais la règle normale partout en France, c'est que sur les routes jusqu'à 50 km/h, au-delà, ce n'est pas le cas, mais sur toutes les routes en ville, quand il y a un sens unique, les vélos ont le droit d'aller à contresens, même si rien n'est indiqué. Ça, c'est la règle. C'est la règle partout en France. On peut trouver que la règle est bonne ou pas bonne, mais c'est la règle. Alors, ce qu'on essaie de faire à Massy maintenant, on essaie d'abord de les signaler pour que les gens soient informés de ça. Donc, effectivement, on les marque. Donc, on les assume. Et je les assume parce que, par ailleurs, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Quel avantage, quel inconvénient ça a? Ça permet, alors d'abord, ça encourage effectivement la pratique du vélo. Ça a aussi
comme avantage de se redire à tout le monde qu'il faut qu'on roule à des vitesses raisonnables en ville. Vous prenez les exemples concrets, la rue Gabriel-Péri. Je ne vais pas vous donner mon adresse précise, mais il se trouve que, en gros, quand je pars de la mairie et que je rentre chez moi, je passe tous les soirs par la rue Gabriel-Péri à contresens à vélo. Donc, je vois assez bien et j'y passe à différentes heures de la journée. Alors, je travaille souvent assez tard, mais ça m'arrive d'y passer. Vous savez, je repasse chez moi à différentes heures. Donc, je pense que dans les usagers à vélo à contresens de la rue Gabriel-Péri, je fais plutôt partie de ceux qui l'utilisent beaucoup, quoi. Bon, d'abord j'ai vu une évolution, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, il y a une dizaine d'années, j'avais énormément de remarques et je voyais bien des automobilistes qui étaient surpris, qui se disaient mais c'est qui ce taré et alors il y a sans doute quelques-uns qui le pensent encore, mais je pense de moins en moins, je pense qu'on s'y est habitué. Je comprends le sujet, je ne dis pas que c'est facile, simplement il y a un moment, si on veut évoluer et si on veut que non pas privilégier les uns ou les autres, mais que tout le monde puisse se déplacer, les gens en voiture comme les gens à vélo, il faut qu'on prenne l'habitude de ça, on va s'y faire. Quand on roule à 30, il n'y a pas de sujet. C'est pareil dans le vieux massif. Et rue Normandie-Guémet, non, tout à fait. Je vous en prie. Ma réponse, j'ai pris l'exemple de la rue Gabriel-Péri, je la pratique, ma réponse vont globalement, et peut-être je vais faire un dernier point. Globalement, sur ces contresens cyclables, c'est sûr que ça perturbe un peu. Je pense qu'on s'y est tous habitués quand même. Maintenant, ok, plus personne d'entre nous, quand il est en voiture, et ça m'arrive d'être en voiture, n'est surpris de voir quelqu'un à vélo à contresens. C'est devenu suffisamment fréquent pour qu'on s'y soit habitué. Après, et je termine là-dessus, si à un endroit précis, il y a un point particulier de signalisation pour que les gens ne soient pas surpris où il faut refaire ça, on peut toujours en discuter, adapter, rien n'est jamais parfait. Allez, très court. Rue Gabriel-Péri aussi, il y a 2 stops. Et l'autre jour, moi j'ai failli le monsieur ne savait pas s'il devait passer, moi non plus, on a failli s'embrasser. Alors celui-là j'adore, parce que celui-là, je pense que c'est l'un des meilleurs choix qu'on ait fait. Il faut se souvenir de comment c'était. Parce qu'il se trouve que j'ai vu et qu'on a fait... Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait un feu à cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que rue Gabriel-Péri, quand le feu était au vert, vous aviez tous les gens qui descendaient, qui accéléraient à fond la caisse pour faire ça. Maintenant qu'il y a 2 stops, il y a quoi? Il y a parfois la situation que vous évoquez, c'est-à-dire 2 personnes qui se retrouvent là et qui se disent « Ah, zut !» et qui sont un peu perturbées. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le pire du pire qui peut arriver, c'est que les gens redémarrent en même temps et à la fin, parce que vraiment ils seront distraits, ils vont se toucher en ayant juste redémarré à 3 km/h. Et donc, il n'y a pas de sujet. En revanche, par rapport à la situation du feu, mais c'est 100 fois moins dangereux qu'avec un feu. Et en termes d'embouteillage, ça ne pose pas de problème majeur. Donc vraiment là-dessus, alors sur les 2 stops, ça, s'il y a autant, il y a des choses où je peux entendre, et puis parfois on se trompe, hein. Comme dit Hakim, parfois on fait des tests, et puis parfois ça marche, et puis parfois ça ne marche pas. Là, au début on l'a fait comme test, on s'est demandé, et je pense qu'on a fait vraiment complètement améliorer la protection des piétons sans poser de problème majeur à cet endroit-là. Alors vraiment celui-là, je le défends. Vous savez qu'il y a pire, dans Massy-Opéra, vers la rue d'Alger, juste à côté de l'endroit où j'ai grandi, il y a un carrefour à 4 stops. Si vous saviez tout ce que j'ai entendu sur le sujet, eh ben, ça va infiniment mieux. Et au contraire, on a un carrefour presque similaire. Celui-là, ce carrefour-là, c'est l'angle République-Alger. Juste un peu plus loin, à l'angle Bourgogne-Alger, on a un carrefour similaire globalement, avec des feux. Et ben, on a eu un accident vraiment lourd. Il n'y a pas eu de blessés, mais je ne sais même pas par quel miracle. Dans le secteur, dans les 3 dernières années, c'est celui où il y a des feux, parce qu'en fait, il y a un abruti qui a grillé le feu et quelqu'un qui passait. Le gros avantage, je termine là-dessus, ce système a plusieurs stops. Quand vous avez un système avec feu vert et feu rouge, il suffit d'un abruti. C'est-à-dire, il y a un abruti qui grille le feu rouge et quelqu'un qui est normal qui passe le feu vert. Et là, ça peut faire un accident. Pour qu'il y ait un accident grave avec 2 stops, il faut 2 abrutis en même temps. Je ne dis pas que c'est impossible, mais la probabilité est moins élevée. Allez, on enchaîne. Oui, bonjour, monsieur Contreras, Square Louise Michel de Massy. On a une sortie de garage qui donne sur l'avenue du Général de Gaulle. Monsieur, ce que je vous propose, parce que là on est vraiment sur une question de très grande proximité. Ah oui, non, mais attendez, je vous propose. Rue du Général de Gaulle. Attendez, excusez-moi. On s'est dit qu'on restait sur les questions qui concernent la ville en général. Oui, tout à fait, c'est la ville. Ah bon, alors allez-y. En sortie de garage, on sort sur l'avenue du Général de Gaulle. D'accord? Et il y a 3 parkings de voitures qui sont là.
Et ce qui se passe, c'est que les voitures, ils roulent assez vite. Et des fois, quand on sort de ce parking, eh ben, on fait très, très attention. Donc moi, ce que je propose, c'est de supprimer ces 3 places de parking, qu'on puisse au moins avoir la visibilité des voitures qui arrivent. Parce que les voitures, elles ne roulent pas à 30, malgré que ça soit à 30. Alors, ce que je disais, c'est que là, on est vraiment sur une question très locale. On essaie de rester sur les sujets qui concernent la ville en général. Oui, mais c'est la ville. C'est le quartier. Bon. Oui, je pensais avoir été clair. Bon, on pourra... Non mais, honnêtement, je ne sais pas vous répondre à la question précédente. S'il y a un endroit où il y a une place qui gêne une visibilité, vous savez d'ailleurs qu'il y a une règle générale, alors là, qui est liée au passage piéton, qui est que maintenant, les places qui sont juste avant un passage piéton doivent être supprimées. Et souvent, c'est la règle, donc on le fait progressivement dans la ville. On ne l'a pas encore fait absolument partout. Pour pas gêner la visibilité. S'il y a un endroit comme ça, typiquement un signalement sur le site de la ville, on regarde ensemble, on discute avec les riverains et on voit et s'il faut adapter, il n'y a pas de sujet. Allez, on essaye, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, s'il vous plaît, je vous propose vraiment de prendre la parole uniquement si vous avez des questions qui sont vraiment générales sur la ville et juste après on lance les vidéos de quartier et on passe aux questions de quartier. Alors madame, sur une question générale. Je voulais revenir sur votre évocation de la rue Gabriel-Péri. Je suis retraitée, je sillonne beaucoup dans le coin. Je peux vous rappeler, si vous n'êtes pas au courant, qu'un grave accident a eu lieu il y a 2 ans. Il y a une voiture qui s'est arrêtée à 50 cm du cabinet dentaire face à Renault. Et il y a 3 semaines, il y a eu à nouveau un accident entre un vélo et une voiture. Bon. Nous nous sommes rapprochés du service de proximité de la mairie, qui nous a dit qu'une concertation interdépartementale devait avoir lieu entre les Hauts-de-Seine et l'Essonne, si j'ai bien compris. Et nous sommes un peu anxieux de voir que régulièrement, les voitures qui circulent à 50 km/h ne prennent pas la mesure des dangers pour les enfants, les personnes âgées. Il y a plusieurs personnes handicapées aussi qui circulent dans cette rue. Je souhaitais savoir où en sont les concertations, premièrement, et si éventuellement nous pouvons participer à une réunion pour apporter des détails très concrets sur la problématique. Alors, ouais, bah viens. On va laisser Hakim répondre. Je vais dire un tout petit point général. On a en fait sur la partie haute, qui est en fait l'avenue Kennedy, un sujet, alors qui sont les joies du millefeuille administratif français, c'est qu'on a 2 communes, 2 agglomérations et 2 départements qui sont concernés. Donc c'est vrai qu'à 6 acteurs pour faire avancer les choses, c'est super compliqué. Bon, donc on va y arriver, mais ça prend beaucoup plus de temps que quand on est dans une voie massicoise dans Massy où on peut décider tout seul. Là, c'est plus compliqué. Oui, bonjour. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui nous envoyez un mail sur le sujet. Voilà, il y a une réponse qui est en cours et effectivement, on répond en ce sens-là. Voilà, on est en train de préparer des choses et c'est assez long. Et puis j'avais un autre sujet là-dessus, c'est qu'il y aura aussi de la concertation parce qu'il y a aussi des arbitrages à faire en termes de stationnement. C'est-à-dire que si on maintient des pistes cyclables entre le début de Gabriel-Péri tout Kennedy, ça veut dire que là il y a du stationnement qui se fait à ce niveau-là. Donc ça passera forcément par de la concertation avec les habitants. Il y a beaucoup d'immeubles qui n'ont pas de stationnement souterrain. Donc ça veut dire des adaptations aussi. Donc ça va pas se faire tout de suite. Voilà. Oh, attendez, je propose... Hakim vous répond en direct. Alors vraiment, Laurent, question sur la ville, vraiment en général ou pas? Pas du tout local. Sinon, parce qu'en fait, il y a à peu près 5 mains qui sont levées derrière vous, devant vous, etc. Et voilà, non mais c'est top. Bon. Après, ce qu'on peut peut-être faire, c'est lancer la vidéo et après, il n'y aura plus de restrictions, des questions de proximité, des questions générales. Voilà. Et après, c'est open et on vous restreint plus et on lâche toutes les questions. Et ceux qui ont envie d'aller faire 3 courses pendant la vidéo parce qu'ils ne les amusent pas, ils ont le droit. Allez, on lance les vidéos quartier. Les conseils de quartier ont repris depuis le début de l'année. Pour le centre-ville, nous nous sommes déjà réunis 3 fois. Lors de chacune de ces réunions, les échanges ont été vifs et riches, pour apprendre à nous connaître déjà, mais aussi pour mettre sur la table toutes les attentes et tous les sujets à traiter.
Pour cela, notamment, nous avons organisé une balade urbaine en présence de la directrice de l'urbanisme. Les participants ont pu exprimer leurs usages, leurs attentes et leurs envies pour faire bouger le quartier. Et il y en a beaucoup. Maintenant, il faut transformer toute cette matière en projet. Des grandes priorités commencent à se dessiner. Comment, par exemple, améliorer l'identité du quartier? Comment contribuer au dynamisme des marchés? Ou encore des questions de vie quotidienne, comment améliorer le stationnement ou les questions de circulation. Un autre sujet qu'il nous faut travailler, c'est aussi le lien entre le centre-ville et Bièvre-Poterne. Si vous avez envie de venir contribuer et partager vos idées, vous êtes les bienvenus. Les conseils de quartier sont un bon moyen d'échanger et de vous investir dans la vie de votre quartier. Pour nous rejoindre, c'est simple, il vous suffit de contacter le service proximité et toutes les informations s'affichent à l'instant à l'écran. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à proximité de l'un des chantiers de la ligne 18 situé dans notre quartier. C'est l'ouvrage 10 situé sur l'avenue du Général de Gaulle. La réalisation des parois moulées et des terrassements est en cours jusqu'à la fin de l'année. Les travaux se poursuivront en 2023 avec notamment des travaux sur le radier situé au fond de l'ouvrage technique ou encore la réalisation du rameau, c'est-à-dire le lien entre le tunnel et l'ouvrage technique. Le passage du tunnelier est attendu au cours de l'année 2023. Un autre ouvrage est également en cours sur le quartier, c'est l'ouvrage 9 situé rue Henri-Gilbert. Ce chantier est un petit peu plus avancé que l'ouvrage 10. Là-bas, les travaux de terrassement sont en cours. Bientôt, une grue à tour sera installée et les travaux sur le radier vont commencer. Se suivront également des terrassements sur les puits et bien sûr le passage du tunnelier qui arrivera. Bien évidemment, il y aura d'autres opérations d'aménagement ensuite en surface qui vont avoir lieu, notamment au vu de l'ouverture de la ligne en 2026, la liaison entre Massy et le plateau de Saclay, puis en 2027, la partie entre Massy et Orly. J'en profite aussi pour vous rappeler que le parking Schulcher, situé devant la mairie, est ouvert. Son stationnement est limité à 3 heures en journée, de 9 h à 17 h. Mais tout le reste du temps, le soir, le week-end, les jours fériés, il est libre et gratuit. Profitez-en, mais surtout, faites-le connaître. Il est très pratique pour toutes celles et ceux qui veulent profiter de nos commerces. Vous le savez, la ville accompagne l'installation de nouveaux commerces dans le centre-ville. C'est pourquoi nous avons récemment fait l'acquisition de 2 locaux qui sont rue de la Division Leclerc. Ces 2 locaux serviront à l'ouverture prochaine de 2 nouveaux commerces. Le premier est un fromager qui se tiendra à l'endroit de l'ancien office du tourisme. Et le second, un caviste qui se trouvera un petit peu plus loin dans la rue. Les 2 devraient ouvrir courant du premier trimestre 2023. Et puis nous nous réjouissons de l'ouverture récente, il y a quelques semaines, de Arborescence Jeux et Jouets, la nouvelle boutique de jouets qui se trouve donc sur le trottoir en face de la librairie du même nom. Et puis le kiosque Place Langlois a rouvert il y a quelques mois maintenant. Afin de trouver un meilleur équilibre économique, il a un peu réduit son offre de presse et vous propose désormais une activité complémentaire de téléphonie. Et enfin, pour finir, une chose vraiment importante qu'on vous répète souvent, vos commerçants ont besoin de vous. Ce sont des spécialistes qui aiment leur métier, aiment leurs produits et seront là vraiment pour vous conseiller. Alors vraiment, n'hésitez pas et allez les voir. Merci. Bon bah c'est à vous. S'il y avait déjà des personnes qui avaient des micros dans les mains ou qui vont vous arriver. Il y avait monsieur, madame, monsieur au fond. Qui est-ce qui fait passer le micro? Qui fait passer les micros? Ah, ils sont partis chercher... Faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse passer les micros, là. Sinon, on va pas y arriver. Allez, Thibaut. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça marche, là. Si, mais juste, vous le tenez bien près du... Voilà. Oui, mais je vais pas... Je ne reviens pas sur les vélos où on a passé 1 heure de toute façon à discuter de qui fait du vélo, qui n'en fait pas. D'abord, vous ne nous avez pas dit combien d'accidents dans Massy vous aviez relevé. Je ne sais pas s'il y en a eu d'ailleurs. Ça donnerait un enseignement. Je ne reviens pas. Je ne reviens pas sur la sécurité que ça entraîne aussi. On en a parlé, on peut encore en parler des heures. J'ai 2 questions. Tout à l'heure, vous avez abordé le problème de l'extinction de l'éclairage dans Massy. Est-ce que vous allez demander aux résidences privées de faire la même chose que vous, à savoir éteindre l'éclairage dans les parcs, dans les couloirs, enfin je ne sais pas trop,
de la même façon que ce que vous avez fait pour la ville? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pas une question, c'est surtout une constatation concernant les encombrants. On se rend compte que dans Massy, surtout Massy, parce que je tourne quand même pas mal dans la région sud, je ne constate pas les mêmes travers, si on veut, disons, toutes ces cochonneries, excusez-moi du terme, qui traînent sur les trottoirs, non pas uniquement les jours d'enlèvement, mais au moins 2 jours avant, si ce n'est pas 3, sachant qu'avant, dans Massy, il y a longtemps que j'habite Massy quand même, hein, vous le savez, il y avait des containers qui étaient disposés à divers endroits, et on obligeait un peu les gens à aller mettre leurs détritus dans ces containers. Aujourd'hui, vous les avez sur les trottoirs. Vous prenez la rue du 8 mai en bas de la résidence du parc, puisque j'habite la résidence du parc, donc je le vois. Vous avez des détritus devant ou approche de l'arrêt de bus. À savoir d'ailleurs que les 2 arrêts de bus qui ont été déplacés posent d'énormes problèmes, je dirais, de sécurité, déjà pour sortir de la résidence. Je ferai une critique aussi sur la vitesse des bus qui passent dans cette rue. Et bon, disons que je m'arrête là parce que j'ai beaucoup trop de choses et d'autres points à discuter en aparté le jour où on pourra le faire. Merci. Alors, ça marche pas? Oui. 2-3 points. D'abord, j'allais dire, il ne faut pas vous arrêter là. Dites les choses. Alors, je vais vous faire ma petite phrase habituelle, hein, mais les gens qui ne reçoivent pas de critiques vieillissent mal et j'ai l'intention de bien vieillir. Donc, allez-y. Je veux dire, honnêtement, enfin, on ne fait sûrement pas tout parfaitement et j'en suis bien convaincu. Je pense qu'on est une ville qui est organisée pour être à l'écoute, pour essayer de répondre. On a un service, le service proximité, Thibaut est là, beaucoup d'entre vous connaissent Anne Le Goff, la directrice. Il y a 4 personnes à temps plein dont le job est justement d'être à l'écoute, de répondre. C'est jamais parfait, c'est bien, mais moi je dis parfois en plaisantant, j'appelle ça le service client de la mairie. On essaye vraiment de répondre à toutes les suggestions, les questions, les remarques. Alors après, il peut arriver qu'on réponde non. Ça peut arriver, ça c'est qu'on ne soit pas d'accord, c'est la vie. Mais on essaie de répondre et de les traiter. C'est sur l'onglet signalement de la ville, il ne faut pas hésiter. Donc si vous avez plein d'autres remarques, il faut les faire. Et je crois en tout cas qu'on répond. Voilà. Alors après, je reviens quand même un instant, parce que vous êtes revenu dessus, sur le sujet vélo, où je redis, hein, moi mon sujet, il est d'essayer d'accompagner une évolution. On n'a pas aujourd'hui de constatation d'accidents majeurs. Je pense que, vraiment, parce que je pense qu'il ne faut pas prendre les choses en opposant les gens les uns aux autres. On a une transition à faire, à la fois pour des raisons planétaires et pour des raisons locales, parce que, expliqué plein de fois, Massy est en train, en gros, de passer des modes de déplacement de la grande couronne à ceux de la petite couronne. Qu'on le veuille ou non, ça va se passer. Donc maintenant, on a 2 questions, 2 options. Soit on le subit, soit on l'organise. Ce qu'on essaye de faire, c'est de l'organiser. Je ne dis pas qu'on le fait toujours bien. Et s'il y a des remarques, je suis preneur. On est prêt à évoluer. Je prends un exemple très concret. La rue Victor Bache, la rue des 5 ponts en dessous. Dans les choses qu'on a testées, à un moment, celle-là, on l'a mise avec une seule voie voiture. On avait des embouteillages qui se remontaient jusqu'à Massy-Palaiseau. On a arrêté. Je veux dire, on n'est pas des tarés. On essaye de trouver des justes compromis. Alors après, on peut avoir des points de désaccord sur où est le juste compromis. Et c'est respectable. Hein. On n'est pas forcément exactement d'accord. Mais on est à l'écoute pour organiser ensemble la manière de mieux concilier les différents moyens de se déplacer et organiser ce changement qu'on doit faire. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Alors, sur les questions d'éclairage, est-ce que je vais imposer? Alors d'abord, imposer quand même pas mon vocabulaire favori. Ensuite, je n'ai pas le droit, donc ça tombe bien. Donc je n'impose pas aux résidences d'interdire les choses. Mais en plus, je ne le ferai pas. Ce qui est vrai, c'est que j'ai eu des remarques, parfois sur des grandes entreprises qui n'éteignent pas ou des choses comme ça. Donc on va faire des rappels pour dire, voilà, ce serait bien, on va faire des petits courriers de rappel, mais ça n'est pas la mairie qui peut imposer là-dessus. Puis là encore, je veux dire, un peu de liberté, c'est pas mal. J'ai à gérer l'espace public en votre nom. Voilà, par votre délégation, par votre choix, on est responsable de gérer la partie espace public. Partie espace privé, c'est la vôtre et on respecte les libertés des uns et des autres.
Sur les encombrants, alors, d'abord, je suis un peu d'accord avec vous, je pense qu'on n'est pas bon. Donc, je suis d'accord. Je peux vous dire qu'on rame sur ce sujet. Je ne suis pas sûr, alors j'en sais rien, l'herbe est toujours plus verte dans la ville d'à côté. Je ne suis pas sûr que les villes voisines fassent beaucoup mieux, parce que c'est un sujet, en tout cas pour en discuter avec un certain nombre de collègues maires, tout le monde considère que c'est un cauchemar et dit « moi j'y arrive pas, comment tu fais ?» Donc bon, peut-être qu'on est plus mauvais, c'est possible. Je ne me souviens pas, alors là pour être à Massy depuis sans doute à peu près aussi longtemps que vous, peut-être même plus, je ne me souviens pas qu'il y ait eu des containers à encombrant un endroit. On a testé quelques trucs dans Atlantis, mais où ça marche quand il y a vraiment une entreprise qui sort pour le compte, soit d'un bailleur, soit de la copro, pas quand c'est des dépôts individuels. Écoutez, il y avait une pub pour les conseils de quartier, il y a des sujets, y compris genre de sélection discutée, s'il y a des propositions de comment on peut s'y prendre mieux pour les encombrants, je suis preneur, je suis d'accord qu'on n'est pas bon là-dessus. Tu voulais ajouter un point là-dessus? Vas-y. Sur dernier point, alors typiquement déplacement des arrêts de bus, pareil, ça c'est des sujets, faites le signalement, on en discute. Je peux vous dire sur les arrêts de bus rue du 8 mai 45, j'entends et vous avez le droit d'avoir un avis. J'ai passé localement avec des gens, on a discuté, etc. pour trouver la meilleure solution. C'est plutôt le sentiment collectif était plutôt que le compromis trouvé. C'est toujours un compromis, hein, ça gêne toujours quelqu'un. Le compromis trouvé était plutôt le meilleur. Moi, c'est la première remarque que j'entends disant que c'est pas le bon choix. Je suis toujours prêt à discuter d'un choix. Je ne trouve pas que les arrêts de bus, là où ils ont été mis, ça soit si mal que ça. Ça gêne un peu la sortie. Donc il faut faire gaffe en sortant, ce qui est peut-être pas la plus mauvaise chose qu'on fait. Mais ça se discute. Mais justement, à chaque fois, on fait des concertations de terrain avec les gens et puis après, on trouve des compromis raisonnables. C'était aussi pour vous dire que dans la façon dans laquelle on peut aussi travailler, c'est voilà, des concertations de terrain. Ça nous est arrivé depuis 1 an à peu près. On a étalé dans 3 rues du centre-ville pour justement travailler avec l'ensemble des riverains sur des solutions pour améliorer la circulation, le stationnement. Alors après, ce travail-là, il se fait sur sollicitation, bien sûr, de la rue, pas uniquement d'une personne, mais de l'ensemble de vos voisins. Donc si vous vous trouvez dans cette situation, vous prenez contact, vous vous regroupez, vous nous contactez et on vient sur place voir avec vous pour travailler avec les techniques, pour trouver des solutions, pour ralentir soit la vitesse, pour le stationnement ou autre. On voit dans la mesure du possible où c'est possible et aussi en croisant d'autres usages, parce que vous avez vos usages aussi, vous, d'habitants, mais quand je reprends la résidence du parc, vous êtes aussi à proximité d'accès qui sont utilisés par d'autres personnes. Donc on essaye de trouver le bon compromis dans la discussion. Et pour prendre des exemples sur les rues sur lesquelles, avec qui on a travaillé, donc il y a la rue Hélène Boucher, le bas de l'avenue de Verrières et le sentier des Pierrottes, ça ne s'est pas fait en une fois. On est venu 3-4 fois pour discuter sur le terrain comment ça se passe. Vous êtes très nombreux. On va essayer de faire tourner la main, le micro plutôt. Oui, bonjour. Merci, ma question est simple. Tout à l'heure, dans la présentation globale, j'ai vu évoquer des RICS interquartiers. De quoi s'agit-il? Quelle est la gravité de la chose et quelles sont les actions éventuelles? Alors, de quoi s'agit-il? D'un phénomène, qui n'est pas un phénomène spécifiquement massicois, hein, qui est... attendez, s'il vous plaît. D'affrontement, effectivement. Alors, à Massy, il se trouve que c'est globalement, pour faire simple, entre le secteur de Zola et de Massy Opéra, Place de France, comme on dit. Dans d'autres secteurs de l'Essonne... Ah, vous ne m'entendez pas. Pardon, je ne parle pas assez fort. Excusez-moi, pardon. Vous savez, comme je parlais à quelqu'un juste en face de moi. Pardon. Donc, je reparle plus fort. C'est donc des affrontements qui se passent globalement, qui sont beaucoup développés. On en entend, hélas, tristement, les échos dans la presse un peu partout. Il y a eu plusieurs faits en Essonne dans les dernières années, dont un très grave à Massy, hein, puisqu'il y a eu un mort. Il ne faut pas cacher les choses. Ces choses-là, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à cacher les sujets. Il y a eu dans plusieurs villes de l'Essonne, entre Sainte-Geneviève et Saint-Michel, et y compris, et c'est l'une des choses qui est sans doute les plus perturbantes, y compris dans des villages dont on se dit, à Saint-Chéron, où franchement je pense qu'aucun d'entre nous n'imagine comme un lieu où il y a des violences, où il y a une adolescente de 14 ans qui avait perdu la vie aussi. Bon, voilà. Donc on a un sujet
violence de notre époque, je ne sais pas, qui est compliqué. À Massy, effectivement, le sujet, il est de rivalité entre, je vous dis, Vilaine, Massy Opéra, quelle que soit la manière dont on les nomme. On essaye, on travaille beaucoup là-dessus. C'est pour ça qu'on a développé un service de prévention à Massy aussi. Vous savez qu'il y avait globalement plus de système de prévention qui marche à Massy. C'était des clubs de prévention, ça ne marchait pas du tout. Et donc on a créé un service où il y a maintenant 8 personnes dont le job est de travailler là-dessus. On a énormément développé les actions de prévention pour essayer d'éviter ça. Et dans le budget participatif, on a trouvé que c'était extrêmement chouette. Il y a eu une initiative proposée par des jeunes de faire effectivement un clip, un petit film sur le sujet. Et on a trouvé que c'était une bonne idée. Ensuite, les Massicois l'ont choisi parce que dans le budget participatif, il y a eu un premier filtre de faisabilité. Ensuite, c'est les gens qui ont choisi. Donc nous, on le met en avant parce qu'on trouve que dans les initiatives, c'est une des initiatives chouettes, mais c'est les Massicois qui l'ont choisi. C'est un sujet qu'il faut prendre avec la gravité nécessaire, en se disant qu'il faut aussi avec l'humilité nécessaire, parce que celui qui sait me dire « Oh fastoche, on va faire comme ça », je veux bien qu'il vienne m'expliquer. Mais en se disant que c'est des sujets extrêmement importants. C'est pour ça qu'on développe énormément les questions de prévention. Oui, bonjour. Je voulais vous poser 3 questions, en fait. Par rapport à une dernière assemblée de quartier à laquelle j'ai assisté, qui était donc avant le premier confinement, vous aviez parlé de l'assèchement du bassin de Cora et de l'aménagement et de le conserver malgré tout en bassin de confinement en cas d'inondation. Est-ce que c'est toujours le cas ? D'accord, donc ça c'est... D'accord. La deuxième, c'est RERB à étage, c'est prévu pour quand ? Et la troisième question, vous aviez parlé d'un projet de la réfection de la rue de Longjumeau, des trottoirs, savoir où ça en était. Alors, 3 sujets. Le petit bassin, qu'on appelle une fois encore parfois bassin de Cora, que vous pouvez repasser le micro. Voilà. Effectivement, on le redit dans l'image. À quoi ça sert ? Ça a bien 2 objectifs. Un premier objectif qui est de lutte contre les inondations. C'est-à-dire que, évidemment, quand le bassin est déjà plein et qu'il y a un très gros orage, la capacité de flotte qu'on peut stocker en plus est très limitée. On peut prendre en gros une hauteur de 1 mètre, 1,50 mètre, et puis après ça déborde. Je me souviens m'être trouvé un jour avec un débordement en train de faire la circulation là sur le rond-point du 18 juin, c'était rock'n'roll. Donc le premier sujet, il est que si on veut pouvoir absorber les inondations, et on sait très bien que les orages exceptionnels, ça ne va aller qu'en augmentant, il faut qu'on retrouve de la capacité de stockage. Donc si le truc est vide, la quantité d'eau qu'on peut stocker avant que ça déborde éventuellement est bien plus supérieure. Donc ça, c'est un objectif très technique. L'idée, et c'est toute l'idée du projet, c'est d'en faire aussi un atout d'agrément, de paysage, etc. Donc c'est effectivement, il n'y aura plus de bassin, il y aura au fond un peu d'eau qui circule, c'est le rue des Gains, alors qui est c'est pas une grande rivière, mais un peu d'eau qui circule, et avec quelque chose qui est vallonné, où dans 364 jours sur 365, on pourra aller très tranquillement, et puis effectivement, les jours de gros orages, l'eau montera. Alors ça ne monte pas comme au Mont-Saint-Michel où on va noyer des gens, c'est un truc classique, mais l'eau montera, et évidemment, dans ces cas-là, on n'ira pas. Donc l'idée, c'est bien de faire ça, et c'est partie intégrante du projet Avenue de l'Europe. Voilà. Deuxième sujet, RERB à étage. Ce n'est pas tout à fait la compétence municipale. C'est un projet qui a été lancé, c'est ça qui est terrible, c'est 2017. 2017, ça a été lancé, et de fait, des projets comme ça prend à peu près 10 ans. Donc, vers l'amélioration, on la verra vraiment à ce moment-là. Il y avait eu des années de sous-investissement dans le RER jusqu'en 2015. Dès que la majorité régionale a changé, il y a eu une action très forte pour dire on y va. Donc les projets ont été lancés 1 an et demi après. Après, ça met 10 ans à faire. Ça, c'est vrai. Le changement des ponts, au passage, est un élément du projet. Troisième sujet, sur la rue de Longjumeau. Donc ça, alors c'est pas spécifiquement rue de Longjumeau, c'est un ensemble. Enfin, il y a 2 questions de posage. Il y a un sujet d'aménagement de voirie, rue de Longjumeau, rue Mermoz, etc., qui est un projet sur lequel il faut qu'on avance. J'ai vu des gens là, de la Croix du Sud. Bon, on va pas le faire tout de suite, mais il faut vraiment qu'on avance sur le sujet. Et puis, il y a un sujet plus spécifique d'un certain nombre de maisons dans la rue de Longjumeau, de maisons un peu abandonnées qu'on a rachetées,
sur lequel, là, pareil, on a un projet plus d'aménagement urbain à évoquer. Pour l'instant, c'est des choses qui sont encore en réflexion, mais sur lesquelles il faut qu'on avance. Allez, oui. Allô? Oui, bonjour, c'est bon. Moi, je souhaitais parler des chenilles processionnaires et des rats. On parle des petites bêtes. Ah, pardon, je pensais, excusez-moi, la question était tellement courte que j'ai été pris de court. Alors, court et concis. D'une efficacité indéniable. Chenilles processionnaires et rats. Cette année, dans les pins, il y a 3 fois plus de nids que l'année dernière. Est-ce qu'il ne serait pas possible en amont de couper les branches où se trouvent les nids? Parce que le cerclage, c'est très bien, mais les chenilles, alors les premières tombent dedans, et après les autres, elles trouvent la solution et elles passent au-dessus. Et on se trouve envahi dans les parcs, je viens d'en parler avec Madame Philippotto, c'était bien ça, avec Madame Philippotto, pour lui donner la liste des parcs qui sont concernés. Il y en a 4 ou 5 à Massy que je côtoie. Et au printemps, c'est épouvantable, on est obligé de partir, on peut pas aller dans les parcs. Bon, alors, la question était concise, on va rester sur la question concise, Oui. pour que tout le monde puisse poser ses questions. Et les rats. Non, mais j'ai entendu. Alors, chenilles processionnaires, je vais vous avouer mon incompétence crasse. Je connais mal le sujet. Je sais qu'on intervient là-dessus, mais j'entends que... Alors, ce que je ressens, moi, ce que je vois de ma fenêtre, c'est que c'est assez cyclique. Il y a des années avec beaucoup et des années avec moins. J'imagine que c'est lié aux questions de changement climatique aussi. Toujours prêt à adapter sur des méthodes là-dessus. Alors, vraiment, je ne vais pas vous répondre pour savoir si c'est pertinent ou pas de couper telle branche d'arbre parce que je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet, ça, je suis bien d'accord. S'il y a des choses où on doit s'adapter, faire mieux, toujours ouvert, on en discute, on regarde. Sur les rats, gros sujet. Non, mais c'est clair. Bon, alors, on se redit. Donc, la présence de rats en ville est une chose qui est classique. C'est clair qu'il y en a plus qu'avant. Il n'y a aucun doute. Il y en a plus qu'avant, en général, et à Massy en particulier. En général, c'est un sujet sur lequel on lit un certain nombre de choses. Visiblement, il y a un redéveloppement un peu général. Questions, il y a y compris des questions d'ailleurs, savoir s'il y a des liens avec les questions de changement, de changement climatique, etc. En tout cas, de toute évidence, il y a une présence plus forte des rats. On en entend parler dans la presse, on n'en entendait pas parler il y a 20 ans, etc. Spécifiquement à Massy, il y a incontestablement un sujet avec 2 grosses questions. Une question sur laquelle, là, je peux juste dire, voilà, qui est l'impact des travaux. Il n'y a aucun doute que les travaux qu'on fait font sortir les rats. En fait, les rats étaient sans doute présents, mais plus en dessous. Et là, ils sortent. Donc ça, c'est sûr. Et vous avez vu le sujet, ça ne va pas s'arranger tout de suite. Voilà, typiquement, le travaux du métro, ça a un impact, c'est évident. Bon, c'est une donnée que ça. Il y a des sujets de propreté. Je revois la question de monsieur sur les encombrants, et c'est vrai, on a des sujets de propreté, je ne vais pas dire le contraire. On y travaille pour essayer de réduire les problèmes là-dessus. C'est pas un sujet facile. Je dis quand même sur les rats qu'on a aussi des actions. C'est un peu comme dans tous les sujets, il y a la prévention et la répression. Donc il faut qu'on essaye d'éviter le sujet en évitant les saletés, puis après il faut qu'on réprime les rats. Alors là, c'est de la répression un peu radicale. On a toute une action autour d'un service, d'ailleurs Pascal est là, le service de direction de l'hygiène et de la propreté, où on intervient. N'hésitez pas à nous signaler si vous identifiez un lieu spécifique, des terriers, etc. Il y a dans l'équipe de Pascal des gens dont c'est le job d'essayer d'agir, d'intervenir là-dessus. Et dernier point, parce que j'ai eu la remarque pareil dans la discussion avec la Croix du Sud il n'y a pas longtemps, mais je l'ai globalement, quand il y a des copros ou des bailleurs qui se lancent dans une dératisation interne, parce que les rats, ils ne respectent pas tout à fait la différence espace public et espace privé. Ces gens-là sont mal élevés. Quand il y a des projets de dératisation, de nous prévenir pour qu'on essaye de faire simultanément une intervention sur l'espace public à proximité et dans la résidence, parce que ça a beaucoup plus d'efficacité quand c'est couplé. Mais on essaye, on est preneur des remarques. Véronique. Dans le cadre de la transition écologique, j'ai fait une demande de panneaux solaires pour mettre sur mon toit qui m'a été refusée à cause des monuments de France. Je voulais savoir si la mairie a une quelconque emprise parce que ces panneaux sont beaucoup moins moches que ce marché, que toutes les façades épouvantables de la rue de la division Leclerc et que les ponts bleus peut-être, on me dit derrière. C'était...
Les deux dossiers ont été montés et 2 fois, ce sont les Monuments de France qui les ont bloqués. Et je suis d'accord, et ma réponse est hélas non, je n'ai pas de moyen de passer outre un avis de l'ABF. Je n'ai pas le droit. Je trouve ça... J'ai eu, je ne citerai pas le nom, mais un certain temps de discussion au téléphone avec un de mes voisins massiccois depuis très longtemps sur le sujet, il n'y a pas longtemps, où il était ulcéré par l'édition de l'ABF, et j'étais juste complètement d'accord, et voilà, je ne peux pas. Alors, il y a sans doute un point qui relève de nous, c'est que dans le règlement de ce qui était la zone de protection du patrimoine, qui est devenue la SPR, on a une partie de textes, c'est des textes d'écriture qui sont un peu anciens, qui ajoutent un peu de contraintes supplémentaires. Donc il y a une petite partie sur laquelle on peut agir, sauf que c'est hyper long, les procédures pour réviser ça sont hyper longues. Donc je pense qu'on a une petite marge de manœuvre, mais c'est vraiment un gros temps pour réussir à faire bouger ces textes réglementaires-là. Mais essentiellement, c'est une décision de l'ABF et je ne peux rien contre. Alors, attendez, on va prendre des... voilà. Ne vous inquiétez pas, on ne censure personne. Oui. Alors d'abord, un point positif, les espaces verts à Massy. Chaque fois que je parle de ma ville, je parle des espaces Mettez verts. Le micro, attendez, voilà. Le micro, vraiment, collez-le contre le menton. Le bon truc, c'est de le coller contre le menton, ça marche. Ça y est ? Oui, ah oui. Donc, un point positif, les espaces verts. Je dis à chaque fois que je parle de ma ville, je dis il y a beaucoup d'immeubles, mais il y a beaucoup d'espaces verts. Merci. On a d'ailleurs adopté Projardin, nous aussi, pour notre résidence La Croix du Sud, pour les faire travailler. On est très contents. Donc, merci. Gardez ça, surtout, parce que j'insiste à chaque fois. Après, pour les choses moins réjouissantes, les passages piétons. Depuis que je suis arrivée à Massy, ça fait 7 ans. Je suis extrêmement choquée de la dangerosité. Alors, j'ai vu même en bas de Massy-Verrières l'autre jour du RER, j'ai vu un éclairage, il est orange. En fait, il éclaire pas le passage piéton entier, il éclaire la personne sur le bord et d'un côté uniquement. Moi, je trouve que s'il y a des budgets à investir, c'est au niveau des passages piétons. Je suis très préoccupée. Je ne vous cache pas, j'ai un enfant noir et qui s'habille en noir. Je peux vous dire que c'est la catastrophe. Dans ces cas-là, il y en a beaucoup des jeunes comme ça. Enfin, il ne s'habille pas qu'en noir, mais enfin, quand il est en noir et qu'il est noir et qu'on n'y voit rien, c'est terrible. Et je me fais peur, hein, parfois, honnêtement. Hein. Ensuite, ce qui me choque aussi, c'est sur le centre-ville, devant le Franprix, le nettoyage de la place. Je trouve qu'il n'est pas assez régulier. Cette place est sale. C'est toujours sale, plus ou moins. Voilà. Voilà, je vous demande, je vous sollicite, je demande un effort sur ça. Ensuite, au niveau du centre-ville, effectivement, quelqu'un le disait, les bâtiments sont affreux. Je crois que les ravalements de façade, ça coûte très cher. On en a fait un, rue Mermoz. En revanche, est-ce que ce sont des bâtiments HLM, ILM? Est-ce que la mairie peut aider, financer? Peut-être, je comprends. Je sais pas. Je sais pas ce qui est possible de faire pour inciter les gens à rénover. Normalement, tous les 10 ans, on doit rénover quand même les façades, au minimum si elles sont jugées dégradées. En fait, moi, j'ai vu écrit tous les 10 ans. Ça peut être 15 ans, 20 ans si c'est propre. Hein. Voilà. Et puis, dernière chose, est-ce qu'il y a toujours un conseil municipal des jeunes à la mairie? Ça, c'est une question. Voilà. Et comment on fait si nos enfants veulent y participer? J'ai fini. Alors, on va repartir de votre dernière question. Oui, il y a toujours un conseil municipal des jeunes. Alors, il y a 2 choses. Il y a le conseil municipal des jeunes où il y a des élections qui sont faites en classe de CM1. Et ce sont les élèves de l'école qui votent pour leurs délégués, enfin pour leurs représentants, et ces représentants sont élus pour 2 ans. Ensuite, il y a aussi le conseil des jeunes. Et ça, c'est un dispositif qui reprend le relais après le conseil municipal des jeunes. Et là, c'est sur la base du volontariat. Et donc là, si vous avez des jeunes qui sont intéressés pour s'investir, participer, donc c'est de 12 à 18, je crois, ou 20. Enfin voilà, c'est dans cette tranche d'âge collégien, lycéen, où c'est un peu plus... Enfin voilà, on a moins la main en tout cas pour l'organisation de choses auprès des collèges et lycées, mais les jeunes volontaires, donc il faut prendre contact avec l'espace jeunesse. C'est l'espace qui est place Schoelcher. Voilà, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des jeunes intéressés, ils y vont. Ils peuvent y aller quand ils veulent aux horaires d'ouverture. Ils se renseignent, ils trouveront toujours quelqu'un pour se renseigner et rejoindre le collectif
qui travaille bien, qui est à l'initiative de plein de belles choses. Enfin, c'est très motivant. Sur les questions d'éclairage, de passage piéton, etc. Alors, voilà, on habite tous la ville, on circule, on n'a pas des yeux partout malheureusement. Donc pareil, je vais refaire un peu toujours la promo du service proximité où voilà, vous prenez une photo, vous le signalez, vous leur envoyez, les équipes techniques viennent. S'il y a un problème d'éclairage parce qu'il y a peut-être une ampoule qui fonctionne un peu moins bien ou une ampoule cassée ou un éclairage pas suffisamment fort, voilà, c'est vraiment votre contact, votre intermédiaire. Ensuite, sur la place Langlois, je ne vous cache pas qu'on a des réflexions aussi sur... voilà, chaque fois qu'on relance pour que la propreté soit faite, que ça soit fait régulièrement, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et il y a aussi des questions d'animation de la place et aussi qu'est-ce qu'on peut en faire de cette place. C'est une place qui est très sympa, qui est sous des arbres, qui fait vraiment aussi place de cœur de quartier. Et donc on a des réflexions en cours. On a commencé un petit peu à en parler en conseil de quartier, pas suffisamment moi à mon coup, mais j'aimerais bien qu'on arrive à creuser un peu plus sur comment on pourrait aussi animer autrement cette place, qu'est-ce qu'on pourrait y faire, quels usages on pourrait en avoir au-delà que juste traverser pour aller au Franprix ou que ce ne soit pas uniquement un lieu de passage. Ce qui concourra aussi à ce que cette place change d'ambiance aussi. Je complète sur... je fais un coup de pub supplémentaire, je pense que Anne l'a dit, mais que tout le monde entende pour ceux qui ont effectivement des enfants jeunes. Le point information jeunesse, donc place Schulcher, d'à côté, c'est un lieu qu'on a complètement repensé. Alors c'est vrai que ça a été un peu éclipsé par le confinement, etc. Donc tout ça a été un peu compliqué. Vraiment... parce qu'au-delà du collectif jeune, il y a plein de propositions qui peuvent être faites, qui n'hésitez pas, qui poussent la porte et qui voient. Et vraiment, il y a des tas de choses pour eux qui peuvent être proposées, des tas d'initiatives. Il y a le tremplin citoyen. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être proposées pour des jeunes qui y viennent. Sur les bâtiments affreux, alors, d'abord les questions. Je vais parler de celui dans lequel on est, qui, de fait, n'est pas le plus beau. On est bien d'accord. On est en train de travailler avec... Alors, c'est un bailleur. C'est un sujet un peu compliqué parce qu'il se trouve que la mairie est propriétaire en fait, du niveau dans lequel on est et il y a un bailleur qui est propriétaire au-dessus. On est en train de travailler ensemble pour voir comment on peut faire une rénovation d'ensemble, y compris contribuer à rénover le marché, sans doute l'ouvrir et retravailler complètement l'espace devant parce que je pense que cette place devant est un truc qui est quand même complètement raté. Pour l'instant, on est à des réflexions trop préliminaires pour que je vous en parle de manière détaillée. On est vraiment en train d'essayer de décortiquer le sujet. Mais je pense que c'est un sujet dont on reparlera dans la prochaine assemblée de quartier de celui-là. Après, sur d'autres immeubles qui seraient particulièrement moches, dites-nous, on pourra toujours dire si c'est un bailleur. Pour la partie... pour l'essentiel, c'est des copros. Et là, c'est la responsabilité des copros de faire ce qu'il en est. Voilà, je pense avoir répondu sur l'essentiel. Allez, question suivante, parce qu'il y a plein de questions, donc on y va. Avenue du Général de Gaulle, vous avez fait 2 sur surélevés, je ne sais pas comment on dit, d'Odane. Voilà. Des passages surélevés. Des passages surélevés au niveau des passages piétons. Est-ce que c'est possible d'en faire un 3e au niveau de la petite rue, là, où passent les vélos d'ailleurs, pour remonter vers le haut? Alors, là, il faudrait faire aussi, parce que quelle est la voiture qui roule à 30 à l'heure, avenue du Général de Gaulle, d'une part, et en général, même pas à 50, à au-delà de 50. Surtout à partir de ce point-là. Bon, je suis bien d'accord globalement. Je dirais sur le principe, oui. Après, il faut qu'on regarde. C'est toujours pareil. C'est qu'après, il faut regarder techniquement. Je réponds. Il faut regarder techniquement parce qu'il y a des questions. Alors, je vais vous raconter une histoire qui concerne Vilaine. Je pense qu'il y a un endroit où aujourd'hui, on a un vrai sujet d'inondation, y compris lié à une initiative malheureuse de ma part, où on a créé un passage surélevé qui a sans doute fait une retenue d'eau qui a inondé. Donc, il y a toujours des trucs qu'il faut qu'on regarde. Donc, celui-là, en l'occurrence, on l'a créé, on va le supprimer. Donc, il faut toujours qu'on regarde un peu techniquement. Sur le principe, oui. Après, même remarque, signalement sous proximité. J'en profite, attendez, je finis. Je voudrais juste finir. Alors, finissez. Parce que pour traverser à cet endroit-là, pour prendre l'impasse du Clos de la Source, les voitures ne nous voient pas à cause des arbustes qui sont à droite du piéton. Alors, bon. Quand on vient du bassin vers l'impasse, là, les voitures ne nous voient pas.
Ok. Donc là-dessus, on en discute après, discussion de terrain, parce qu'il faut regarder, et vous voyez même l'exemple que vous dites sur les que vous donnez sur les arbustes, montre qu'au-delà d'une réponse de principe que je peux faire sur oui à un passage surélevé, il faut aller regarder sur le terrain, se rendre compte, voir si c'est la meilleure solution. Donc ça, c'est un sujet à voir sur le terrain. J'en profite quand même pour dire, parce qu'il y a eu cette question, là, c'était madame, je n'avais pas rajouté, je pense que c'est la première fois qu'on me dit qu'on n'en a pas fait assez sur les passages piétons dans le centre-ville, parce que depuis 4-5 ans, on en a surélevé quand même une quantité massive. Je me fais plutôt en général engueuler par les automobilistes qui trouvent qu'on a mis des dos d'âne plein partout. Donc, bon, c'est toujours, voilà, l'équilibre est facile. Et typiquement sur la descente de Massy-Verrières, je ne dis pas que c'est parfait aujourd'hui et on peut sans doute améliorer. Je peux vous dire que c'est quand même nettement mieux qu'il y a 3-4 ans. Avec l'aménagement qu'on a fait, on a quand même vachement ralenti sur l'avenue de Verrières où c'était dangereux. Maintenant, si on peut encore améliorer, pourquoi pas. Allez, question suivante. Hop, allez-y, que le micro passe. On va entendre. Maire, bonjour. Voilà des années que nous vous demandons un banc rue Gabriel Péry pour les personnes d'un certain âge. Voilà, vous nous avez toujours dit oui, je vais réfléchir, je vais voir, je vais ceci. Les années passent et le banc n'est toujours pas là. Voilà, merci. Et je pense personnellement que c'est pour la Saint-Nicolas qui sera installé. Et si ce n'est pas la Saint-Nicolas, ça sera Noël, ou à Pâques, ou à la Trinité. De quelle année, on ne sait pas. Bon. Voilà, merci. Et ben vous avez... Comme ça, la question et la réponse ont été faites, donc je n'ai pas besoin de répondre. Non, mais c'est jamais, si vous voulez, je ne conteste nullement la demande, ni le fait que je peux répondre en disant il faut qu'on regarde. Le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu plus compliqué que juste de se dire comme ça. Il faut regarder des largeurs de passage, il faut regarder des questions de propriété, il faut regarder sur les bancs très fréquemment des points de vue divergents entre les gens qui trouvent que c'est super en journée pour que les personnes âgées, comme vous dites, puissent s'asseoir, et d'autres qui trouvent que c'est quand même une très mauvaise idée parce que le soir, il y a des rassemblements de jeunes qui s'asseyent à cet endroit-là et que ça embête tout le monde. J'attends avec impatience l'inventeur du banc rétractable qui sera présent la journée et qui passera sous terre la nuit. Donc, je ne conteste nullement sur le cas particulier que vous évoquez. Il faut juste se dire, voilà, et pareil, Anne parlait de bienveillance tout à l'heure. Enfin, c'est trop facile de dire à chaque fois, c'est facile, il n'y a qu'à. Je vous assure qu'à chaque fois qu'on rentre dans un problème, on se rend compte que, en fait, c'est pas toujours si facile que ça. Donc on prend le temps, on discute, on est toujours prêt à discuter, à regarder sur le terrain. Voilà, les choses sont pas simples. Après, on verra pour la Saint-Nicolas de quelle année on le fera. Allez, question suivante. Ouais, allez-y. J'en avais déjà parlé à une autre réunion. J'aimerais savoir comment on peut faire pour l'entretien des pavés, en particulier entre la gare de Massy-Verrières et la rue Max Dormois jusqu'au centre-ville. Il y a toujours des pavés qui sont partis, des trous, et c'est super dangereux. Et alors, vous m'avez dit signaler, mais moi je l'ai fait, faire des photos, envoyer des trucs, mais je ne vais pas tous les 15 jours envoyer une photo pour dire. Et il y a des endroits où manifestement c'est connu parce qu'ils sont cerclés, il y a eu un coup de bombe phosphorescente, mais ça fait des mois que c'est cerclé et il y a toujours des trous et c'est vraiment dangereux. Je ne sais pas comment répondre parce que ça veut juste dire qu'on n'est pas assez réactif en ce moment. En fait, la question, c'est que les pavés, ils se décèlent les uns. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait plus de trous, en fait? C'est incroyable. Alors, le système qui fait qu'il y ait le pavé indécelable, je pense que ça n'existe pas. Ouais, non, mais là, donc, non, mais sérieusement, après, pour quand même, pareil, alors il se trouve que, je suis aussi habitant du quartier, donc je passe quand même souvent, je constate parfois, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je n'ai pas le même ressenti que vous avez de partout des pavés qui se décèlent tout le temps. Voilà, j'ai peut-être une vision trop rose ou vous pas assez, mais bon. Après, effectivement, je ne vois pas quelle réponse supplémentaire je peux faire que de dire, dès que vous voyez signaler, j'ai plutôt le sentiment, à regarder, Thibaut, s'il y a effectivement des signalements, on n'a pas répondu assez vite, ici on ne suit pas, donc on va regarder.
là-dessus, attendez, je suis en train de vous répondre. Sur ces questions de signalement, pareil, j'ai l'impression de radoter parfois, mais j'ai pas 50 000 paires d'yeux. Donc, par définition, le plus rapide, c'est quand le premier masticois qui passe voit les choses. Donc, s'il y a une réaction trop lente à un signalement, eh ben, c'est qu'on n'est pas bon là-dessus et la critique est recevable. Donc, on va regarder s'il y a des réactions trop lentes. J'ai vraiment pas le sentiment de système qui pose problème partout. Hakim, je ne sais pas si toi tu as identifié, non, il n'est pas parti, je le vois là-bas. Je ne sais pas si tu as en tête un lieu, cette partie-là, où il y aurait vraiment un problème de stabilité, où il faudrait une intervention plus lourde, peut-être. Mais reparlez-en à Hakim, il est là pour voir s'il y a un endroit où il y a un truc régulier. Il y a vraiment deux sujets. Il y a les choses ponctuelles, il faut qu'on réagisse vite. Et je ne vous garantirai jamais qu'il n'y a pas de pavé qui se déstellera. S'il y a un sujet structurel à un endroit où il serait tout le temps mal fichu, et c'est ça, regardons et voyons s'il y a une intervention plus lourde à faire. Je n'ai pas identifié de lieu comme ça pour ma part, mais peut-être. Allez. Bonjour, moi je voulais simplement poser une question. Vous parliez tout à l'heure de l'équipe de prévention. Pour habiter aussi le centre-ville, pour entendre pas mal d'habitants que je croise et qui savent que je travaille pour la ville. Moi, j'avais une question concernant effectivement la prévention sur le centre-ville et notamment sur des interventions qui pourraient être imaginées, pourquoi pas, auprès des jeunes hommes qui sont souvent autour des cafés, des bars, notamment Place Langlois, mais aussi autour de la Place Langlois. Parce que dans le cadre des projets égalité femmes-hommes, il me semble qu'il y aurait quelque chose à développer, un dialogue en tout cas à mettre en place avec ces jeunes hommes ou ces hommes plus mûrs concernant ce que ressentent les jeunes femmes qui fréquentent le centre-ville à toute heure et qui ne se sentent pas forcément en sécurité. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en dehors des heures qui sont les nôtres, voilà. Est-ce qu'il y a des opérations qui sont imaginées actuellement ou qui sont en cours de réflexion, je sais pas. Alors oui, et c'est une question. Je vais laisser Anne compléter. Je vais répondre juste sur le premier parti, c'est-à-dire en l'occurrence, parce que les jeunes hommes dont vous parlez sont quand même globalement en moyenne pas si jeunes. C'est-à-dire que il se trouve, et ça c'est un peu les règles de la prévention spécialisée. La prévention spécialisée, normalement, son ciblage, c'est jusqu'à 21 ou 22 ans. On monte en pratique jusqu'à 25, mais après, on en sort. Donc, la prévention spécialisée, donc le dispositif dont je parlais, c'est un dispositif qui, y compris juridiquement, relève de la protection de l'enfance, donc qui, à mon avis, n'est pas tout à fait adapté. En revanche, le sujet me paraît tout à fait sérieux et important. On s'est mis en place un petit groupe de travail entre nous, et je vais laisser Anne prendre la main, justement, pour aborder le sujet de la place Langlois, sous différents angles, entre les questions d'alcool et questions ça, et je te laisse peut-être compléter. Et alors, il y a plusieurs temps. C'est alors des dispositifs, des actions de sensibilisation et d'action. Alors là, justement, à la fin du mois, il y a des actions qui vont se passer plutôt localisées autour de la place de France. En fait, dans ce groupe de travail, voilà, il y a plusieurs places qui sont concernées. Il y a la place de France, la place Langlois, la place de l'Union européenne, et on s'est plutôt dit, bon, il faut déjà commencer par une, donc on va commencer place de France et après décliner des actions de sensibilisation auprès des autres places. Et je rejoins une discussion qu'on a eue justement en conseil de quartier aussi, où quand on a fait la balade urbaine avec les membres, on est allé sur cette place et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait l'animer? Et c'est vrai que, enfin, je reprends une réflexion qu'un des membres du conseil de quartier nous a fait. C'est, mais en même temps, sur cette place, vous me dites, mais qu'est-ce que vous voudriez faire aujourd'hui? Je ne sais pas quoi y faire, parce que à part aller au Franprix, il y a rien qui se passe en fait. Et donc c'est bien la difficulté, à la fois le challenge. J'aime pas le mot anglais, mais en tout cas c'est d'essayer de se dire, mais quel usage, comment on pourrait aussi imaginer des choses à faire collectivement et comment on se réinvestit aussi cette place, parce que l'idée c'est pas non plus d'évacuer, les gens ont aussi le droit d'aller boire des cafés dans des bars, les gens aussi, mais comment on rééquilibre l'usage de ces places et comment on arrive à tous trouver notre place. Il y a notamment on a notamment eu des questions sur justement les jeunes, il y a des choses qui sont faites pour les petits.
il y a moins de choses qui sont faites sur des âges intermédiaires. Alors on s'est dit peut-être que Place Langlois, ça pourrait être aussi un endroit, un autre type de lieu de rendez-vous. Mais voilà, comment, par quel outil, par quel moyen, est-ce que la place est bien adéquate aussi? Enfin, c'est quelque chose. Enfin, moi, c'est une place que j'aime beaucoup, la Place Langlois. Voilà. C'est aussi par plein de biais. Il n'y a pas un outil idéal. Ça sera, je pense, une combinaison, un panel de plein de choses qui feront que cette place-là, on arrivera à trouver quelque chose de chouette à faire. Je vais remettre une louche, Karine. Karine, je vous réponds. Je vais remettre une louche. Je pense que c'est très important la manière dont vous avez posé. D'abord, il y a un sujet sous l'angle égalité femmes-hommes et qui me paraît aussi un bon moyen de voir. Très honnêtement, je pense, là je peux le dire, dans les sujets sur lesquels tout le travail qu'on mène, et je veux vraiment saluer le travail qui est piloté par Béatrice Bellocchi pour la mairie sur ces sujets-là, dans les sujets sur lesquels on a... moi, j'ai, je pense, pris conscience de l'ampleur du sujet. Ces questions du harcèlement de rue, pour prendre le terme un peu générique. Alors, toujours, les mots sont toujours un peu piégés, mais enfin, je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé à ce point-là et qu'on est en train de regarder, effectivement, comme l'a dit Anne, sur plusieurs places de la ville, voir comment on peut avoir des actions un peu lourdes sur le sujet sous cet angle-là, parce qu'il est essentiel pour la bonne vie de notre place que aussi bien les femmes que les hommes puissent s'y sentir bien. Et là, on a un vrai sujet. Donc ça, c'est un des ans. Le deuxième sujet, qui est ces questions d'addiction, parce qu'en pratique, l'un des sujets, c'est aussi des questions de gens qui sont addicts à l'alcool, hein, pour dire les choses de manière un peu crue. Comme souvent dans ces sujets-là, il y a les deux pieds, la prévention et la répression. La répression est un truc très compliqué là-dessus, parce que en pratique, les moyens qu'on peut avoir d'agir, j'ai aussi le sujet à Vilaine, vers l'allée Albert Thomas, on va avoir un policier qui vont arriver, ils vont leur vider leur canette, ok, super, tellement ils vont en emmener un au trou, et en pratique, et on voit bien qu'on se heurte à quelque chose où, alors je pense qu'il en faut, hein, je pense qu'il faut de la présence policière, etc., qu'il faut de la présence d'autorité, mais je ne pense pas que dans ce cas particulier-là, ça soit une réponse hyper efficace. Il ne faut pas y renoncer. Hein, il ne faut pas y renoncer, le rappel de la loi est important, mais ça ne suffit pas. On est en train de conventionner justement avec une association qui s'appelle Addiction France pour organiser des maraudes, justement pour aller en espérant, alors ça sera forcément sur de la libre adhésion, hein, là-dessus on ne peut pas y avoir de contraintes, mais en essayant de travailler avec des gens pour voir si on peut sortir un certain nombre de gens. Après, il y a un certain nombre d'outils, je ne sais pas si on va parler, parce qu'à ce moment-là, Guillaume me disait les choses, mais d'interdiction un peu plus stricte de vente d'alcool à certains horaires. On l'avait fait sur Vilaine, je ne dis pas qu'il ne faudra pas y passer ici, d'interdiction de vente d'alcool, d'interdiction de consommation d'alcool. Pareil, là, la loi est assez stricte, je n'ai pas le droit d'interdire de manière générale. Les interdictions que je prends éventuellement, elles doivent être toujours proportionnées, argumentées. C'est un des sujets, voilà, dans le petit groupe de travail, on parle d'un des sujets, de voir si on ne peut pas reprendre un peu de quelque chose là-dessus. Mais c'est un vrai bon sujet. Et au passage, parce que c'est bien que c'est l'adolescence, je redis, hein, ces sujets-là, ils sont municipaux, ils sont citoyens aussi. C'est-à-dire, c'est aussi par la présence citoyenne, par le rappel simple. C'est aussi, hein, on dit souvent, pareil, j'ai l'impression encore de me répéter, mais la société a changé, mais la société, c'est nous. Hein, donc la société, elle a changé aussi parce que peut-être parfois, on n'ose pas assez dire quelque chose, et je pense qu'il y a une responsabilité collective, hein, ce n'est pas du tout pour nous défausser, on a notre part de job à faire, mais il y a une responsabilité collective à dire, à rappeler, etc., qu'il ne faut pas qu'on abandonne. C'est un vrai bon sujet. Allez, autre question. Oui, derrière, madame. À Massy, dans le vieux Massy, il n'y a plus de médecins. Il y avait un cabinet qui était au Grand Ensemble, certes c'est bien, mais c'est épouvantable pour avoir des rendez-vous, on ne peut pas se garer. Et ils n'ont qu'une ligne téléphonique. Voilà. Ne pouvez-vous pas faire quelque chose? Alors, c'est un vrai sujet lourd, alors qui n'est pas un sujet du centre-ville de Massy, ni de Massy, ni même de l'Île-de-France, mais qui est un sujet européen même. Cela dit, qui est particulièrement lourd en Île-de-France. C'est-à-dire que globalement, je ne sais pas, depuis la mairie de Massy, résoudre le problème de désert médical francilien globalement. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On intervient sur l'immobilier beaucoup. C'est-à-dire que, typiquement, le cas que vous citez
du cabinet qui était rue Fustel de Coulanges. C'est un cabinet où les médecins s'apprêtaient à quitter Massy et on a pu trouver une solution pour les garder dans Massy. Certes, un peu plus loin. Qu'on ne puisse pas se garer là-bas me paraît un petit peu sévère. Il y a juste un parking souterrain qui est à 50 mètres. Oui, il faut payer 1,50 € pendant la consultation, bon. mais il y a de la place et on peut se garer facilement. Il faut payer son stationnement, c'est une chose qui peut arriver, de même qu'on paye son essence, qu'on paye ça, voilà. Bon. Mais en tout cas, on peut s'y garer facilement. Si, on peut s'y garer facilement en payant. Non, en payant 1,50 € sur le parking souterrain, et j'admets qu'il y a un coût, mais par contre, de la place dans le parking souterrain, sous la place de France, avec la sortie qui est juste à côté de la maison médicale, je ne l'ai jamais vu plein de ma vie. Donc là-dessus, on peut dire, c'est ton kikinan, ça coûte, et vous avez le droit de me dire, monsieur le maire, c'est pas raisonnable parce que ça me coûte 1,50 €. En revanche, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas se garer facilement. Attendez, je vous entends pas. Ensuite, on essaye de développer ce genre d'offre. On a tout un travail là avec l'Union des médecins, ça s'appelle l'URPS, pour essayer de travailler avec tous les médecins installés sur Massy, parce que le premier sujet, c'est déjà qu'ils ne partent pas. Donc, on essaie de travailler dessus. Il y a un cabinet médical dans le centre-ville. Il y a un cabinet médical. On a évoqué la rue Gabriel-Péri tout à l'heure. En l'occurrence, en haut de la rue Gabriel-Péri, quand on remonte à vélo, il y en a un. On ne peut pas tout à fait dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on essaye de travailler sur l'offre d'installation de médecins un peu partout dans Massy. On a un projet sur Vilaine aussi. On commence à travailler sur un projet sur Atlantis. C'est encore très émergent. Voilà, on essaye d'avancer là-dessus. Après, la réalité de la démographie médicale en Ile-de-France, c'est une donnée qui, oui, me dépasse. Et là-dessus, très clairement, les perspectives dans les prochaines années, elles ne sont pas bonnes. Hein, elles sont bonnes nulle part sur l'Île-de-France. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Allez, autre question. Allez-y. Ah ouais. Attendez, reprenez le micro. Puis je vois que les sièges se lèvent et que les gens vont faire leur course, ce qui est très bien. Donc on va prendre encore une ou deux questions et après on s'arrêtera. Allez. Bon, je ne réponds pas aux réponses que vous m'avez faites tout à l'heure. Bon, je les comprends. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire à Massy. Ce n'est pas ça que je vais aborder. Vous avez parlé de la modification de l'avenue de l'Europe, hein, avec la fermeture de ce fameux bassin qui amène aussi résidence du parc. Je ne vous dis pas d'où j'habite, vous le savez. Résidence du parc qui nous amène des rats en quantité. J'ai des collègues ici qui pourraient attester ce que je dis. La question, ce n'est pas celle-là. Vous allez faire la fermeture et chaque fois qu'il y a des débordements, nous avons des retours dans la résidence du parc, vous le savez. Est-ce que le jour où vous allez entreprendre tous ces travaux, un responsable ou deux, ou je ne sais pas qui, sera convié à vos réunions et aux discussions pour savoir qu'est-ce que vous allez entreprendre et faire part des travaux que nous avons effectués et des problèmes que ça peut remonter quand vous allez faire cette fermeture. Parce que le bassin est en contrebas, mais il déborde et donc c'est la résidence qui devient en contrebas. Vous le savez? Tout à fait, je vois très bien, on en a parlé. Réponse simple, oui, bien sûr, on en discutera avec vous. D'accord, merci. Non, mais bien sûr, évidemment. Évidemment, et là encore, je pense qu'on peut nous donner acte. En général, on essaye de faire attention à ça. Donc, évidemment, la copro, globalement, de la résidence du parc, enfin, simple, sera évidemment interrogée. On verra comment on peut faire pour adapter les choses et pour que ça marche le mieux possible ensemble, évidemment. Merci, je vous ai entendu. Merci. On peut aller manger maintenant. Allez, dernière question devant et après, on libère tout le monde. Bonjour, ça va être assez rapide. Je me déplace beaucoup à pied dans Massy et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de voitures garées sur les trottoirs. Et je voulais savoir si vous aviez des actions prévues en fait, pour essayer de limiter en fait, ce problème. Oui, et ça me permet d'ailleurs, c'est très bien, ça fera passer un petit message de prévention. On est en train de réorganiser notre système de contrôle du stationnement pour... Alors, très vraisemblablement, la décision n'est pas encore prise puisqu'on est encore au travail, mais je peux m'avancer un petit peu en confiant, en l'occurrence, aux gestionnaires de nos parkings souterrains le contrôle du parking payant là où il y en a
pour libérer du temps pour nos équipes, pour avoir un contrôle beaucoup plus strict des stationnements gênants, et en particulier des stationnements sur les piétons. Donc je pense, on va le dire dans le sens, que les gens qui se garent mal doivent s'attendre à avoir un peu plus de procès-verbaux, et ça me paraît normal. Quand on ne respecte pas les règles, on a un peu plus. Et pour qu'on puisse faire mieux respecter ça. Tout à fait, c'est un des sujets. Je pense que dans 6 mois, on aura mis en place la réorganisation nécessaire. Il y a de l'humain, il y a de l'organisation, donc ça prend un petit peu de temps. Mais on est vraiment sur ce sujet-là. Je suis d'accord, il faut qu'on contrôle plus ces pratiques qui sont complètement inacceptables. Plus d'autres questions? Il me reste... Ah, si, j'en vois une tout derrière. Allez, une question derrière. Et ça sera la dernière. Bonjour messieurs, dames, bonjour monsieur le maire. Moi je suis de Bièvre, Poterne, et cette année le marché de Noël aura lieu à Place de France. L'année dernière il a eu lieu à Atlantis, donc ça tourne de quartier en quartier. Je pense que pour faire justement un lien entre le centre-ville et Bièvre, il serait peut-être judicieux l'année prochaine de programmer le marché de Noël vers Poterne, Bièvre, puisqu'on le fait une fois par an, au mois de juillet, la fête de la maison de quartier. Donc effectivement, on est obligé de fermer cette rue, mais pourquoi pas, ça rassemblerait le quartier Zola, Vilaine et puis toute la ville de Massy. Autre chose, moi je travaille à Place de France, donc j'avais fait effectivement écho des klaxons de bus qui avait lieu à toute heure et à tout moment pour un oui pour un an. Pour un oui pour un an, effectivement, les chauffeurs klaxonnaient à tout moment, à toute heure, puisque je travaille de très bonne heure à 6 heures. Et effectivement, ils ne klaxonnent plus. Ils patientent maintenant, puisque je pense que le message a été donné. Autre chose, je voulais juste aussi faire message d'une promotion qui a eu lieu à la ville de Massy, je la lisais encore hier, en fait concernant un lauréat qui a eu le prix lauréat du bâtiment, du meilleur bâtiment, je pense que c'était sur 250 dossiers, et c'était la ville de Massy qui a eu ce prix. C'est lauréat du trophée Béton Pro. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, il y a aussi de très très positifs sur Massy, et voilà, c'est toujours le même message. Merci. Moi, j'aime bien terminer sur une question comme ça. Non, mais j'en profite pour dire, la dame, ça est partie tout à l'heure, et c'est normal, et je leur dis, c'est normal d'avoir des critiques, et ça sert à ça, ce genre d'assemblée. Un petit truc ça marche bien, ça nous fait plaisir aussi, et c'est sympa aussi. Effectivement, on essaye, et sur cette question-là, on essaye globalement dans l'architecture des bâtiments d'être exigeant, de ne pas donner dans ce qu'on peut voir à un certain nombre de villes du espèce de néoclassique que je trouve absolument épouvantable, mais d'essayer de faire de l'architecture de qualité, et quand on a des récompenses comme ça, on est fiers. Merci aussi pour le petit message sur les bus. Il ne faudra pas hésiter si ça revient, parce que ce genre de choses, il faut faire des rappels réguliers. Si ça revient, je compte sur vous pour nous faire des signaux pour qu'on fasse passer le message. Sur le marché de Noël, je ferme la porte à rien. Alors, on dit bien que les 3 dernières... En fait, aujourd'hui, on a organisé un système sur 3 ans. C'est-à-dire 1 an Place de France, 1 an Vilaine, 1 an Atlantis. C'est vrai qu'on n'a pas fait centre-ville Bièvre-Poterne, je l'admets. J'entends la critique, c'était peut-être un peu moins simple. Ce n'est pas une discussion fermée. En tout cas, et j'en profite pour terminer par cette nouvelle plage publicitaire, je pense qu'on avait, il y a 4-5 ans, je crois 17 marchés de Noël différents sur Massy. Je pense que vraiment le fait de les avoir rassemblés est un truc chouette. Comme on n'est pas une ville qui a un centre unique, mais une ville de quartier, on a décidé de le faire tourner. Je pense que c'est bien, ça permet aussi d'aller se rencontrer quartier entre quartiers. Donc effectivement, cette année, en tout cas, il est Place de France. C'est le week-end du 2, 3, 4 décembre. Allez-y, de quelques quartiers que vous soyez, et puis on pourra toujours discuter de l'endroit où on le met l'année prochaine. Merci beaucoup, j'allais dire très bonne soirée, c'est l'habitude des assemblées de quartier. Bon dimanche. Bon dimanche à toutes, à tous. Merci de votre présence. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire la promotion du marché, on compte sur vous. Allez, à bientôt, merci beaucoup.